Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle quotidienne, la troisième des playoffs 2025 quotidienne. On va revenir sur le match du jour. Je sais pas ce que vous avez vu comme match. Moi, je vous avoue que j'ai surtout vu le Lakers mini. Pour le coup, j'ai pas pu trop voir les autres. Bonsoir, c'est ici qu'on parle de Kyle Kuzma. Et ben alors justement, je vais pas trop en parler ce soir, ou en tout cas moi je l'ai pas vu, donc j'attends un peu vos retours aussi. Pour le coup, j'aimerais bien qu'on puisse avoir aussi quelqu'un qui suit les Pacers, mais pour l'instant ce n'est pas le cas, notamment. Mais voilà, va falloir beaucoup d'images pour comprendre le néant, la défense off-ball des Bucks. Ouais, encore ça, comment dire, j'ai vu un peu d'images, mais en effet, bon, après il y a le côté play call aussi, hein, le côté play call et les systèmes des Pacers qui sont quand même très très bons. Bref, donc on y va, si ça vous va, on peut attaquer directement. Hop, on est ici. Je vais quand même basculer sur la scène. Est-ce que c'est la bonne? Oui, c'est comme ça. Hop, donc allons-y. Les matchs du jour, on peut commencer par ceux que je les ai pas vus, donc je vais pas trop en parler non plus en détail. Pour le coup, Memphis, OKC, on est à 2-0 déjà dans cette série, alors qu'on dit bonsoir à Flo, bonsoir à toi. La défense des Bucks, par pitié, je comprends pas comment ils peuvent être aussi mauvais avec un personnel comme ça. Bah après, ça dépend du personnel, enfin on va en parler, mais bref, Memphis qui perd donc 99-118 sur ce match 2, malheureusement déjà 2-0. Et j'ai l'impression, encore une fois, hein, je ne veux pas trop détailler d'un match que j'ai pas vu en détail, je suis pas trop à l'aise pour faire ça. Mais c'est vrai que pour le coup, on a quand même un aspect où la défense, l'horizontalité de la défense, pour l'instant, de OKC est quand même assez génial, quoi, et vient totalement annihiler tout ce que essaye de faire Memphis. J'ai vu que notamment pas mal passer de trucs comme quoi sur les pick and roll, ils font ce qu'on appelle un under, avec le défenseur qui va passer dessous l'écran pour rester devant Ja Morant plus facilement, et en plus on fait un drop, donc ça c'est juste ne serait-ce que sur l'écran, quoi. Il y a même pas le décalage un peu habituel parce qu'on respecte pas le pull-up de Ja Morant, et derrière il y a tout le côté comment est-ce qu'on fait, il y a l'option de Jaren Jackson du pick and pop, mais qui finalement peut être couverte par un switch, et quand on lui met un petit dessus, bah finalement il peut attaquer au poste bas, mais s'il y a une prise de qui se déclenche, etc. Ça, enfin ce côté où la défense off-ball est quand même assez chirurgicale, hein, pour le coup de la part de KC. Donc malheureusement on est déjà à 2-0. Bonsoir Captain Yann Solo, bonsoir à toi. Mais voilà, donc ok ici pour le coup, déjà 2-0, pour dire quelques stats, hein, peut-être si ça vous intéresse. On a quand même Jaren Jackson, 26 points, encore une fois, 10 sur 17 au niveau du tir. Mais voilà, il y a toujours pareil, c'est-à-dire que c'est peut-être une stat aussi parlante. Il y a 0 à 6 quoi, sur Jaren Jackson, et c'est un peu... Bon, le box score ne veut pas tout dire, évidemment, mais c'est vrai que c'est peut-être le moins bon fit possible pour Memphis, parce qu'on a vraiment affaire à un des deux moteurs de l'attaque de Memphis, qui est un mec qui sait pas trop passer, ou qui en mouvement fait pas des bonnes lectures, etc. Et c'est devenu un excellent team scorer cette saison, Jaren Jackson. On l'a tous vu cette saison. Mais il n'y a pas le côté passing, quoi. Et donc, face à une défense qui est capable de faire des prises à deux, des schémas un peu complexes, un peu dynamiques, etc., c'est compliqué. Donc, je sais pas, moi, si on prend par exemple un profil à la Randle ou même à la Towns, hein, à la limite où il y a du déchet, bon, les mecs sont moins bons scoreurs, mais il y a le passing. Là, c'est vrai que quand tu balances des systèmes un peu complexes, ou des schémas un peu complexes, des aides un peu complexes, ou des prises à deux juste, hein, sur Jaren Jackson, il n'y a pas ce côté passing, donc bref, on n'a pas trop ça. Ja Morant, 10 sur 25, pardon. Au niveau du tir, 23 points, 6 passes. En termes de rotation, j'ai vu que Marvin Bagley en jouait encore une fois 11 minutes sur ce match-là. C'est bon, allez, faut prendre en compte aussi le fait que on a on a une attaque qui essaie de se recentrer un peu plus sur le pick and roll. Donc Marvin Bagley, qui est un peu le mec qui peut faire du rôle, on va dire, un peu plus classique. Je pense que c'est un peu pour ça qu'il est revenu dans la rotation, mais ça, plus les blessures aussi, hein. Faut pas oublier les nombreuses blessures de la rotation intérieure de Memphis. Donc ouais, bon bref, passons pas trop de temps là-dessus. Et c'est vrai que ce qui m'aurait intéressé, c'est plus l'autre côté du terrain, parce que je pense qu'il y a pas trop match sur l'attaque Memphis, défense OKC. Par contre, c'est vrai que voir un peu comment réagit l'attaque d'OKC face à une bonne défense de Memphis, ça m'a intéressé, même s'il n'y a pas de Jalen Wells non plus. Mais voilà, c'est pour le coup, je vois qu'on est à 27 points pour Shai Gilgeous-Alexander, 27 points à 10 sur 29. Ah ouais, quand même, c'est pas... Il y a beaucoup de tirs quand même, hein, beaucoup de tirs, plus 29 tirs du field goal, plus quelques lancers francs, donc d'autres tentatives de tir en plus. Ok, Jalen Williams, 10 sur 19, 24 points, c'est pas mal du tout. Au niveau minutage aussi, toujours intéressant de surveiller ça.
Chet a joué 33 et Isaiah Hartenstein 26. Ok. Donc on a sans doute eu des minutes un peu les deux ensemble. Caruso 22, mais voilà, Caruso c'est aussi, je pense, typiquement le genre de match-up où il peut faire beaucoup plus que ça, que son rôle un peu parfois mineur ou plus mineur de saison régulière. Pour le coup, voilà, Malakos nous dit énorme match de Caruso hier. Mais voilà, pour moi, Caruso, c'est vraiment le joueur qui, en playoff, peut devenir extrêmement valuable parce que ça se transpose parfaitement ce qu'il peut et ce qu'il sait faire. Là, notamment, encore une fois, le match-up face à Jaren Jackson, c'est parfait pour lui, quoi, parce qu'il est capable de résister face à des plus gros comme ça, il le fait. Hein. On rappelle, il a passé 2-3 ans dans la conférence, dans la division contre Giannis, c'est lui qui le défendait. Et ouais, je pense que pour le coup, voilà, c'est le mec parfait qui peut embêter. Mais il n'y a même pas besoin que Aaron Wiggins joue beaucoup, Isaiah Joe non plus, d'après ce que je vois. Donc bref, voilà pour ce match. Qu'est-ce qu'on peut regarder peut-être au niveau des 2-3 stats Cleaning the Glass. On se fait un peu un point là-dessus aussi, qu'on voit s'il y a des gros trucs que j'ai loupés, en tout cas des gros trucs à voir, s'il veut bien charger. Alors que je vous lis aussi en même temps. Bamzerito, bonsoir à tous, bonsoir à toi. Busy Dog, good evening à toi aussi. Jobro aussi, re-bienvenue. C'est pas le sujet, mais cette série va marquer la fin de quelque chose à Memphis, nous dit Raïs. Peut-être, enfin. Et en même temps, c'est vrai que le cycle. Bon, mais qu'est-ce qu'elle fait la page là? Pourquoi il charge pas? Oui, non, Memphis. Ils ont plutôt en début de cycle, je pense, enfin, plutôt en la moitié, on va dire. Mais je pense qu'il y a quand même un peu l'idée, à mon avis, non pas de faire un nouveau cycle, mais d'essayer de repartir sur un truc avec un nouveau coach, notamment le Thomas Issao. Je pense que peut-être on aura, enfin, comment dire, plus remodelage que nouveau cycle totalement, quoi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire, mais ouais, c'était un peu l'idée. Donc les stats un peu clean the glass, vu que le site a chargé, les four factors, il y en a un qui saute aux yeux, vous le voyez aussi, c'est OKC qui a fait très peu de turnover pour le coup. Donc ça aide aussi évidemment. Mais et Memphis qui en a fait plutôt pas mal, hein, 15% de turnover. Alors j'ai pas le chiffre brut, d'ailleurs allons le voir directement. Ils en ont fait combien? C'est où turnover? 14 turnovers, ouais. C'est un peu le clash qu'on avait mis en avant sur les previews, c'est le côté où Memphis peut parfois perdre beaucoup de ballons et de l'autre côté OKC une défense d'élite pour les créer ces turnovers, donc à surveiller. Et du reste, Memphis est allé très peu au panier, à ce que je vois 18% à peine de tirs au panier. Pas non plus pas des tonnes de 3 points, donc beaucoup en mi-distance, donc c'est peut-être pas idéal, ne serait-ce que sur la rentabilité de répartition selon les zones. Mais ouais, effectivement, c'est un peu court. Bon, pas grand chose de plus à te dire. Si transition, OKC a été phénoménal en transition. Ça aussi d'ailleurs on en avait parlé je crois en preview. L'aspect de c'est pas que OKC est fabuleux, c'est surtout que Memphis est pas si bon que ça en défense de contre-attaque. Donc il y a peut-être un truc à aller gratter et là ils l'ont gratté apparemment. Après voilà, la transition c'est aussi cool quand tu commences à créer des turnovers, tu te projettes quand même beaucoup plus, donc plus facilement aussi. Mais bref, voici pour ça. C'est un top coach, tu parles de Issao, ouais, je pense. Ja Morant n'est pas le leader qu'il doit être. Ouais, après, ça, enfin, en termes de vestiaire, il y a peut-être des problèmes. Je pense que l'effectif est pas parfait non plus. Le côté, là, ce qui ressort aussi, c'est beaucoup le spacing. Et c'est un peu le thème depuis quelques années. On a parlé beaucoup déjà avec Tom de cellules grises et tout, fan de Memphis, vous connaissez, hein, Dunk Hebdo. Et ça fait 2-3 ans que quand on fait les bilans l'été, on se dit, il n'y a pas de spacing. Ah, bah tiens, ils ont laissé partir tel role-player qui était un bon role-player, un bon vétéran, etc. Et pour remplacer par des rookies. Donc, il faut aussi prendre en compte le fait que Memphis, il y a la dynamique aussi de propriétaires qui fait qu'il y a toujours ce renouvellement de beaucoup de choix de draft au final qui viennent remplacer parfois des vétérans. C'est pas toujours génial, mais ouais. Il reste qu'une année de contrat à JJJ. Peut-être ça va être ça. Tu penses? En tout cas, si Jaren Jackson est sur le marché, je pense qu'il y aura des acheteurs. Enfin, en tout cas, moi, je suis acheteur. Alors, Bamzerito nous dit, je crois que le plus impressionnant après le visionnage des 2 matchs de OKC, c'est que Memphis est vraiment, vraiment, vraiment pas nul. Oui, je vois ce que tu veux dire, je suis un peu d'accord. Moi, je pense que Memphis est pas nul du tout. Hein. Je trouve même qu'il y a un peu une cote de désamour dernièrement avec Memphis, qui, encore une fois, n'est pas une équipe parfaite, on est d'accord. Mais c'est pas un 8e seed classique en mode ils sont 8e, ils auraient pu être en playoff, etc. Quoi. On rappelle, hein, c'est une équipe qui était à quoi, 1 ou 2 matchs de la 3e place et qui a passé toute la saison top 4.
Donc ouais, en fait, je pense que tout le monde se moque un peu de Memphis actuellement, et je peux comprendre, hein, c'est le jeu Twitter, etc., etc. Mais je pense que ça rappelle aussi à quel point OKC est fabuleux, quoi, pour le coup. Et je pense que c'est un peu ça ton message, Bamzerito aussi en partie. Donc ouais. 118 OKC qui l'emporte. L'autre match, ça m'intéresse. Est-ce que vous l'avez vu, l'autre match, moi j'ai pas pu le voir, je voulais avoir un peu de temps, mais je ne l'ai pas eu ce temps-là. Donc les Pacers 123 qui gagnent à Milwaukee. À Milwaukee ou contre Milwaukee? Non, contre Milwaukee. 115, 123, 115. Et donc 2-0 déjà pour Indiana. Jetons un premier coup d'œil à ce qui s'est passé dans ce match. 34 points pour Giannis, 14 sur 20 au niveau du tir. Ouais, c'est quand même pas mal du tout. Allez, les stats bruts, si ça vous dit. 34 points, 18 rebonds, 7 assists. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Lillard est revenu, c'est ça qui était un peu l'événement. J'ai l'impression, en tout cas d'après le box score, hein, encore une fois, j'ai pas vu le match, mais il y a pas non plus des tonnes de tirs, hein, donc ça m'étonnerait pas qu'il est peut-être pas trop forcé de ce point de vue-là. Mais ouais, ok, très bien. Après, moi, j'avoue qu'en me levant et en voyant un peu résumé de match, etc., et le box score, moi, il y a ce côté où, enfin, on regarde le banc, qui c'est qui sort du banc? On a 30 minutes de Bobby Portis, bon, qui apparemment a été bon, enfin, a été bon. Il a mis ses tirs en tout cas, 28 points, 11 sur 19 au tir. Mais c'est Bobby Portis qui sort du banc, c'est Gary Trent Jr., c'est Kevin Porter. Bon, c'est ta rotation principale. Tiens, j'avais loupé ça. AJ Green est repassé en mode joueur plus gadget apparemment. Apparemment, on est en playoff. Et donc Doc Rivers ne fait pas jouer les mecs pas bons en défense ou les jeunes plutôt, on va dire ça comme ça. Mais ok. Mais ouais, après bon, toujours le même problème, on en parlait un peu tout à l'heure je crois, mais l'aspect de défense off-ball des Bucks qui sont pas bons. Et moi, du peu que j'ai vu du match, c'est des systèmes hyper bien exécutés. D'ailleurs, on peut essayer d'en dérouler quelques-uns là, au niveau des highlights, mais c'est des pick and roll avec une course croisée pile au bon moment, ou voilà ce genre de mouvement un peu complexe et où finalement les mecs sont en retard quoi, en termes de défense côté Bucks. Donc ouais, au final ça me surprend pas là encore le fit en termes tactiques, le fit est quand même plutôt avantage Indiana quoi. Je pense que ça aurait été différent face à Détroit, face aux Knicks peut-être. Là c'est vrai que l'attaque dynamique des Pacers contre une défense un peu pâteau et pas avec que des joueurs brillants en off-ball, bah c'est vrai que c'est pas ça donne ce genre de résultat. Donc je suis pas hyper surpris pour le coup. Voilà au niveau du box score que font nos amis les Pacers aussi. Haliburton 21 points, 12 passes, ok. Siakam 24 points, très bien. Miles Turner 15 points, Nembhard 17 points. Mais j'ai aussi l'impression que Nembhard a fait pas mal de bonnes défenses, hein, d'après ce que j'ai compris en fin de match sur un Lillard. D'après ce que j'ai pu un peu lire. Direction un peu les stats, si on peut se regarder ça également. Hop. Mauvais repli défensif des Bucks sur plusieurs possessions, nous dit AMC. On va aller vérifier ça de suite. Donc les stats, effectivement, un gros match offensif des deux équipes, mais surtout donc de Indiana, qui en plus a commis très peu de turnover, à peine 8% de turnover percentage, beaucoup de lancers francs. Ouais, donc c'est quand même la bonne recette. Ça aussi, c'est un truc, j'en ai parlé en preview. C'est dommage parce qu'en plus, la faiblesse de Milwaukee, c'est cette défense off-ball et bouger dans l'espace. Et ça, ils le font pas bien. Donc ça, c'est pas bien parce que c'est la force des Pacers. C'est de l'autre côté, la force défensive de Milwaukee, c'est un peu tenir le rebond défensif, tenir un peu la raquette aussi, même si c'est pas parfait autour, mais la raquette, c'est quand même plutôt pas mal. Sauf que les Pacers, ils s'en fichent d'aller au rebond offensif. Même c'est tout l'inverse. Hein. Turner est utilisé beaucoup en pick and pop ou en spacer, donc le rebond offensif, on n'y va pas trop. Donc il y a un peu un côté où, en plus, la seule force des Bucks, une des seules forces, c'est ça. Et elle marche pas, quoi, parce qu'elle est même pas optimisée, cette force. En tout cas, elle sert pas à grand chose, puisque voilà, les Pacers vont pas au rebond. Et de l'autre côté, le panier, c'est pas non plus la préoccupation principale des Pacers, on va dire, en termes de fréquence. C'est tout ce jeu de mouvement, de cut, on fait un pick and roll et on a Aaron Smith qui part depuis la tête de raquette vers l'aile d'un coup pour perturber un peu le positionnement, etc. Tout ce genre de choses. Donc ouais. Effectivement, et donc allons voir un peu la transition. Ça aussi, c'est vrai que c'est pas top. Half court, non, c'est pas là. Transition. En tout cas, dans les stats, ça ressort pas. Hein. On n'a pas non plus des trucs incroyables en termes de stats. YAMC, tu vois, alors tu me disais mauvais repli défensif des Bucks, et je te crois. Ça a pas l'air de popper en tout cas sur les stats, ni en termes de fréquence, ni en termes d'efficacité. Après, non, mais je retire ce que j'ai dit. En tout cas, je le corrige comme d'habitude. Les stats de Cleaning the Glass par rapport à la transition,
c'est vrai qu'une contre-attaque est définie à partir du moment où, enfin, quand il y a un stop en fait, quand il y a un rebond ou une interception. Or, les Pacers accélèrent aussi beaucoup, même après un panier. Mais sauf que dans les stats, ça compte pas comme de la transition, puisqu'il y a eu panier encaissé. Souvent, c'est un peu comme ça. Donc, ouais, toujours aussi à prendre avec des pincettes, hein, les stats de transition des Pacers. Mais effectivement, j'essaie de vous lire aussi en même temps. Bonsoir à tous, bonsoir à toi. Fort Bafoot Fort, c'est ça 4, Bafoot 4, je sais pas comment le dire. J'espère que tu vas bien. Je suis pas trop actif sur le chat et je finis souvent le live par le replay, mais je suis avec vous. T'es au top, mais merci. Merci à toi. Ce serait une des plus grosses anomalies du basket qu'un duo aussi fort que Lillard-Giannis se fasse éteindre Indiana. Ben, je sais pas. Après, il y a quand même plusieurs éléments qui viennent un peu l'expliquer. C'est-à-dire que, bon, au-delà du fait que tu vois Lillard en ce moment est peut-être pas top par rapport à son retour de blessure un peu grave, qui aurait pu dégénérer, caillot de sang, etc. Mais il y a quand même l'aspect de tactiquement, bon, on a bien vu que le duo entre les deux, on est un peu loin, même beaucoup trop loin, je trouve, de finalement la théorie, où on s'est dit, bon, c'est le meneur parfait qui peut tout faire et le pivot parfait qui peut tout faire, entre guillemets. Hein, Donc, en fait, tu peux faire de prise à deux sur aucun. Et donc, en fait, c'est un peu le. Dans la théorie, c'est un peu parfait. On l'avait développé à l'époque du trade. Premièrement, on a vu que dans la pratique, ça avait du mal à se mettre en place, aussi bien qu'on l'imaginait, parce que Giannis n'est pas forcément un top poseur d'écran, parce qu'il y a peut-être une question d'automatisme, etc. Mais en tout cas, voilà, dans les faits, on n'avait pas ce duo en soi, et puis on n'avait pas non plus un top coaching, je trouve, même si finalement, tiens, vaut mieux que deux tu l'auras, et que finalement, Adrian Griffin, c'était pas si mal, hein, pour le coup, comparé à ce qu'on a eu après avec Doc Rivers. Mais souvenez-vous, Griffin, quand il se fait virer, ils sont top 3, top 5, je crois, en attaque à l'époque, sur la demi-saison qu'il a coaché. Donc voilà, au final, ok. Mais le coaching a peut-être pas été parfait. Donc par rapport à ce duo, mais après, il y a tout ce qu'il y a autour, quoi. Il y a tout ce qu'il y a autour. Et le fait que. J'ai vu aussi également, passer sur Twitter un peu aujourd'hui des trucs comme ça en mode. Oui, on se plaint beaucoup de Jokic, dont le prime est gâché par Denver, mais c'est vrai que Giannis aussi, il faut pas l'oublier. C'est vrai que je suis un peu d'accord en partie, mais il faut se rendre compte que l'effectif, on va dire le supporting cast, la densité et la qualité du supporting cast a quand même beaucoup baissé depuis quelques années, depuis le titre. Déjà, tu as perdu un Middleton, qui était un All-NBA en 2021. Donc ouais, c'est quand même une perte sèche et une perte énorme. Bon, tu l'as remplacé par Kuzma, mais vous avez compris, quoi. Plus l'aspect aussi défensif par rapport à Jrue Holiday, qui est aussi un truc assez énorme, voilà, comparé à Lillard. Après, le gain de Lillard est bien offensivement, et moi le pari je le fais tous les jours, mais autour de ça, voilà, c'est vrai que voilà, Taurean Prince aussi, Gary Trent, c'est très cool, c'est Trendy d'avant, quoi, mais qu'il n'y a pas trop de passing, il n'y a pas trop de jeu en mouvement, il n'y a pas trop de tiens, j'ai un close-out, je peux l'attaquer et jouer un peu le rôle de connecteur, il n'y a pas trop ça. Bref, c'est vrai que la qualité autour de ce duo est pas top, mais c'est aussi pour ça qu'on le dit depuis quelques mois, il faut surveiller, je pense, un peu la situation de Giannis, quoi, qui il y a 2 ans nous a fait un peu le côté, un peu forcé le Milwaukee à faire un trade pour Lillard, et tant mieux pour eux. Mais ouais, je pense qu'il faut surveiller un peu du coin de l'œil, quoi. Mais peut-être qu'on en parlera plus tard comme non pas un what if, mais un espèce de ouais, c'est pas normal, quoi, que ce duo n'ait fait que ça, et je suis un peu d'accord. Mais il y a des explications, on va dire. Il y a un peu des explications. Je m'accroche peut-être un peu à l'idée qu'on peut arriver à en faire un truc à terme, mais ça passera peut-être par, là pour le coup, peut-être une refonte de l'effectif plus importante. Bon, déjà un nouveau coach, voilà. Pourquoi pas, j'en sais rien. Moi, je suis assez fan de Brook Lopez. On a vu que la défense sans Brook Lopez et avec Giannis en pivot, c'est quand même pas du tout du même acabit. Mais peut-être que, imaginez un autre modèle d'équipe, peut-être. Voilà, on a tourné la page Middleton, pourquoi pas aussi Brook Lopez qui va être en fin de contrat, je crois. Tout ce qui est role player à la Bobby Portis, etc., faut peut-être remplacer, mais après il y a la difficulté de le faire vraiment, quoi. Mais ouais. Mais ouais, c'est un peu l'idée. Et de toute façon, en plus, je parle du coach, mais c'est vrai que pour moi, Doc Rivers ne partira pas. Ou alors s'il part, c'est que Giannis est parti aussi, quoi, en fait. Mais souvenez-vous, ils lui ont donné un contrat de 5 ans, en fait, hein, notre ami Doc Rivers. Donc bref. Si Giannis n'était pas blessé l'an passé, j'aurais juré que la NBA nous ment et qu'on nous repasse la série de l'an passé. Ouais, oui, effectivement. Bonsoir, les stats sur les possessions inférieures à un certain temps existent-elles ? Qu'est-ce que tu appelles des stats sur des possessions inférieures ? Ah oui, d'accord. Ce serait bien pour évaluer la transition après un panier pris de l'accéléré. Exactement, très bonne remarque, Sacha Bock.
Effectivement, tu peux aller sur nba.com. Je cherche le lien. Hop, on se met ici. Où est-ce qu'on va? Où est-ce que c'est déjà? Ça doit être dans Tracking peut-être? Ou non, peut-être dans Shot Dashboard. Donc le site des stats de la NBA. Shot Dashboard, pas général par rapport non, pas touch time, shot clock. Hop. Et tu regardes, voilà, l'horloge entre 24 et 22 secondes. Ici, tu peux régler entre 24 et 22, entre 22 et 18, 18, 15. Mais voilà, après, on peut, si tu veux le faire à la main, il faut additionner, il faut prendre le tableur, tu prends tout, tu fais copier-coller, tu le mets dans Excel. Ensuite, tu prends de 22 à 18, copier-coller, tu essaies de tout rassembler. Et comme ça, tu as un peu la somme totale entre 18 secondes et 24, quoi, grosso modo. Mais non, c'est faisable, c'est faisable. Après, faut dire aussi qu'on est parfois sur des échantillons tellement petits dans ce genre de catégorie que faut un peu faire gaffe quand on les manipule. Mince, d'ailleurs, je suis dans les joueurs là. Est-ce qu'on pourrait pas aller dans Team? C'est pareil. Hop, hop, hop. Shot dashboard, il y est ou pas? Ouais, il est là. Il est là. Shot clock. On est où là? On est en playoff. Voyons en saison régulière. Qui c'est qui tente le plus de 3 points sur des very early par exemple? On a les Bulls, on a Memphis, on a Atlanta, on a Toronto, et sur le field goal général, qui est-ce qui est le meilleur? On a Chicago qui est bon en transition apparemment sur les débuts de possession. Voilà, Indiana est par là aussi. Effectivement, en termes de field goal aussi, c'est peut-être les meilleurs ou pas loin. Ouais, c'est ça. Bref, voilà, c'est un peu l'idée. Donc ouais, on peut gratter un peu, tu vois, au niveau de ce genre de stats. Mais bon, ça prend du temps et je pense que de toute façon, à moins qu'on soit dans une recherche vraiment scientifique de rechercher le fait pour l'exposer, pour réfléchir sur le chiffre, etc. Mais je pense que juste, tu vois, tu regardes les matchs et t'en parles d'un point de vue tactique, on te fait confiance, quoi. Pour le coup, tu dis, tu décris des trucs, je pense qu'on te fait confiance, quoi. Mais ouais. Giannis aux Spurs pour la matrice, ouais. Exactement. En parlant de repli défensif, Lucas en a fait des sympas en fin de match alors que c'était pas dans ses habitudes. Oui, on va y arriver. Jokic a fait croire que Murray et Porter Jr. suffisaient comme deuxième et troisième option pour aller loin. Oui, je pense qu'on a peut-être pas... Enfin bref, ceci est un autre dossier. En regardant le match, j'ai trouvé aussi que les maillots des Bucks étaient mal repassés. Ouais, et les chaussettes sales. Mais d'ailleurs, non, mais en parlant des maillots, je sais pas vous comment vous vous positionnez là. Là, on voit un peu les highlights de Giannis, qui a encore une fois fait un gros match. Mais je suis un peu déçu, moi, du visuel de ces playoffs pour l'instant. On ouvre un autre dossier là pour le coup, mais je suis un peu déçu du visuel. Je sais pas, moi j'ai des souvenirs de playoffs NBA où en fait, vous savez, par exemple, tout le monde dans la salle a un t-shirt blanc. Et l'équipe à domicile joue en blanc par exemple et t'as une ambiance de folie ou alors pour Indiana tout le monde a un t-shirt jaune. Je sais pas, moi déjà les couleurs des parquets sont bizarres, les choix de à l'extérieur à domicile, le blanc à domicile, couleur à l'extérieur sont pas toujours respectés. Je sais pas, visuellement je retrouve pas mes playoffs d'avant quoi, ou avec des super ambiances, je sais pas moi la salle à Miami là, époque LeBron James etc., où tout le monde était en t-shirt blanc, c'était blanc partout, c'était la folie, je sais pas, peut-être c'est juste moi sur ce côté visuel, mais ouais, c'est pas la coupe de la ligue au moins, ouais. Je trouve les Bucks ont eu vraiment du mal à gérer le pick and roll de Haliburton en début de match et on se retrouve avec Giannis on-ball sur Haliburton pour essayer de compenser, mais du coup off-ball c'était cata. Ouais, bah, oui, après t'as aussi alors j'ai pas vu ce match-là, mais je peux aussi parler des match-ups qu'on a vu en saison régulière, qui est aussi de se dire bon, le switch c'est un peu embêtant, mais en même temps les Pacers vont chercher des switches mais pas pour les attaquer frontalement. Il y a aussi parfois ce truc de Giannis vient sur le ballon et surtout le ballon on le met loin du panier et donc tu essaies un peu de neutraliser un peu son aspect de défense off ball, hein, c'est un peu ce que t'expliques quoi, mais oui sur ce côté, enfin c'est là où bon je suis un peu désolé de pas avoir vu le match, j'aurais bien aimé le voir. Mais le jeu des match-up est aussi intéressant avec ces deux équipes, avec Aaron Nesmith qui parfois est utilisé plutôt en handball sur Giannis, mais c'est pas un vrai 1 contre 1. C'est parce que c'est Nesmith plus petit mais assez vif pour essayer de rester devant. D'ailleurs on le voit là actuellement, c'est Nesmith je crois, plus être derrière, mais il y a aussi la solution Pascal Siakam. Là on le voit que c'est Siakam qui est en deuxième rideau. Je le parle pour ceux qui sont en image, pardon. Mais on salue aussi ceux qui sont en podcast, merci. Mais ouais, non, mais le jeu des match-up est intéressant. Et après, il y a l'autre question que j'ai pas trop développée ici, mais par rapport, tu parles du pick and roll d'Haliburton, il y a aussi ça qui fait du mal dans l'an passé et même dans les match-up un peu de saison régulière de cette année. C'est que comment est-ce qu'on doit gérer le pick and roll sur Haliburton, notamment avec Brook Lopez, parce que tu as affaire avec un poseur d'écran qui peut faire le pick and pop.
Donc ça, c'est un peu dangereux par rapport au drop. Brook Lopez veut rester bas en drop, a priori, c'est ce qu'il fait tout le temps. Donc le contre-move à ça, c'est le pick and pop, et Indiana là. Mais en plus, tu as aussi un Liberton qui peut mettre ses tirs pull-up à 3 points ou alors pull-up à 2 points quand le drop laisse cet espace-là. Et le fait est aussi que, là, voilà, exactement, je voulais en arriver là. Parfois, les Bucks se mettent à switcher sur ce genre sur ce match-up contre les Pacers. Or, ce switch, c'est pas idéal, quoi. C'est vraiment pas idéal parce qu'Haliburton, il est capable de faire de très bonnes choses. Et là, vous voyez à quel point, comment ça se finit. Je mets un peu en plein écran, tant pis pour le robot YouTube, j'espère que je vais pas me faire assassiner, mais mais voilà, quand on est obligé de... Pourquoi est-ce qu'on fait un switch? Je vais l'expliquer aussi, mais vous voyez que Haliburton, en 1 contre 1, il va pas forcément scorer lui-même, mais il y a une création de décalage, plus la passe derrière qui fait le boulot, quoi. Et le problème, c'est que c'est quoi les autres options? Le drop, les Pacers sont à peu près tout pour le contrer. Le switch, t'as pas trop envie d'avoir un Brook Lopez de cet âge et de son profil qui fait des switches. Donc ça, c'est un peu problématique, mais pareil pour Bobby Portis, ou pareil d'ailleurs pour Giannis, qui est bien meilleur en switch, mais que tu éloignes du panier. Mais bref, donc le switch non, le drop non. Et le edge, souvenez-vous, c'est un peu ce qu'ils avaient fait sur le match de coupe de la Ligue l'an passé, qui avait fait beaucoup de bruit. D'ailleurs, qui avait coûté peut-être sa place à Griffin. Ils avaient fait des edges, ils avaient fait des 2 contre 1 sur le ballon sur Haliburton, mais sauf qu'Haliburton, passeur de génie, il passe par-dessus. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là pour l'instant, je trouve, où il n'y a pas de bonne solution, et on pouvait s'y attendre, mais il n'y a pas de bonne solution. Ça tente un peu de... j'ai vu aussi des séquences où ça tente pas mal de switch sur ce match-là, le match 2 dans le résumé que j'ai vu. Mais notamment, le problème, c'est que tu as aussi un autre maillon faible maintenant dans cette défense, c'est Lillard. Et donc, peut-être vous l'avez vu tourner aussi sur Twitter, mais le côté où les Pacers font parfois des Spain pick and roll ou des écrans un peu complexes, ou voilà, donc un pick and roll et juste un écran ensuite qui vient dans le dos du pick and roll, grosso modo, donc un jeu à 3. Ça, voilà, les Bucks se disent on va switcher, mais sauf que tu switches, t'as Lillard qui est un peu vulnérable sur un switch. Donc, on essaie de le faire ce qu'on appelle un scram switch, de l'enlever et de le mettre ailleurs, plutôt que de rester sur un gros, par exemple. Mais sauf que le temps que tu fasses ce switch, le passing d'Haliburton te punit, quoi. Donc, est-ce que je peux arriver à le retrouver d'ailleurs en vidéo? Ce serait quand même pas mal, tout ça. C'était quoi? Première mi-temps, je ne sais plus. Bon, je sais plus. Mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Donc ouais, tout ça est un peu compliqué. Après, je pense que les Bucks pourraient quand même scorer beaucoup plus, d'ailleurs, essayons un peu de regarder au niveau des stats de réussite à 3 points ou pas, d'ailleurs. On est sur, ouais, donc Indiana 45%, 46 même. Ok, méga surchauffe. Les Bucks 38. Ok. Mais le problème, c'est que les Bucks, ils sont à 72% au panier, mais ils vont pas au panier, quoi. Les Bucks sont pas allés au panier, 27% de fréquence, et n'ont pas obtenu beaucoup de lancers francs. C'est vrai que là, ça peut pas coller. Là, alors, je peux pas vous expliquer les détails parce que j'ai pas vu le match, encore une fois. Mais clairement, en tout cas, donc je peux pas vous donner le côté micro, mais l'aspect macro, c'est que là, tu perds le duel. Là, tu peux pas faire ça si t'es Milwaukee. Parce que c'est peut-être une de tes forces, c'est d'arriver à scorer un peu au panier, quoi, notamment avec Giannis ou autre. Donc si t'as ni des tirs au panier, ni des lancers francs, c'est un peu compliqué. Et en plus, ils n'ont pas été si faibles que ça au niveau rebond offensif non plus. Donc ouais. Ok, très bien. Mais ouais, un peu dommage, j'en sais rien. Pour l'instant, on a 2-0. On verra si la série peut redevenir intéressante ou si malheureusement elle peut être pliée dès le match d'après. Je vous lis. Je prends une gorgée d'eau. Le logo playoff sur le terrain. Oui, effectivement, il y a ça aussi, ouais. J'ai vu des salles avec tout le monde en t-shirt, je sais plus où. Je crois que c'était à Cleveland. Cleveland, c'est peut-être le seul où j'ai vu tout le monde avec des t-shirts blancs, là, comme ça. Au Core FC d'ailleurs, ben voilà, Cleveland qui nous dit faut faire l'effort de porter les t-shirts. Ouais, mais je suis d'accord. À part ça, il n'y a pas d'identité visuelle, surtout. Là, tu me dis que c'est un match de régulière, je te crois. Mais exactement. Et c'est un peu l'inverse d'ailleurs du match de la Coupe de la Ligue, où ils ont voulu donner cette identité visuelle très forte, alors sans doute un peu trop forte avec les couleurs qui crevaient les yeux, quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu décevant depuis quelques années, mine de rien. Cet aspect où les playoffs ont perdu leur vraie identité visuelle, quoi. Et on voyait la différence par rapport à la régulière. Mais bon, c'est du marketing, il faut mettre en avant tel parquet ou tel maillot un peu bizarre. Voilà. C'est vrai qu'avant, en playoff, les mecs portaient quand même beaucoup plus souvent, même quasiment que les maillots classiques, domicile extérieur. Et c'est assez rare d'avoir je sais pas, alors déjà, il y a 14 000 troisième maillots maintenant. Mais ouais, ça participe un peu pour moi de ce côté. Les playoffs, c'était très formel, quoi. C'était le domicile extérieur. Et pour moi, c'était un peu formel et c'était cool quand c'était formel. On n'a pas ça.
Et je sais plus ce que je disais, non, ouais, les parquets aussi, mais vous savez, même les finales, hein, même les finales NBA, enfin, je veux dire, et les mecs, ils se cassent les fesses, pardon, pour rester poli. Ils font des trucs complètement fous, et même un peu trop pour la Coupe de la Ligue, là, comment ils appellent ça, pardon, je dis à la Coupe de la Ligue depuis tout à l'heure, mais vous avez compris, le In-Season Tournament, ils ont établi toute une identité, il y a un gros logo In-Season Tournament, et les mecs, pour les finales, ça fait 4-5 années qu'ils veulent plus mettre le logo des finales sur le parquet, quoi. Et pourquoi? Et pourquoi, on sait pas. On comprend pas. Mais ouais, il y a un peu cette perte d'identité. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, Doc Ryder, là-dessus, ouais, totalement. Totalement. Je pense que ça manque d'un défenseur on-ball sur Liberton pour le gêner et traverser les écrans. Ouais, je suis d'accord. Ouais, effectivement. Mais bon, après, c'est le compromis Lillard, mais bon. Mais bon. Peut-être qu'Andre Jackson va rejouer sur les prochains matchs s'ils sont toujours dans le dur. Mais ça, c'est vrai que c'est un peu. Alors, j'ai parlé un peu de AJ Green qui a joué que 12 minutes alors que c'était un mec hyper important dans la rotation toute la saison, qui en plus il défend bien, quoi. Enfin, il défend bien. C'est pas, je veux dire, c'est pas la caricature du petit shooter off screen qui sait pas défendre, quoi. C'est quand même relativement solide. Il jouait beaucoup, il joue plus. Donc ouais, un peu bizarre, mais de l'autre côté, ouais, Jackson aussi. Bah d'ailleurs, souvenez-vous, les Bucks ont gagné ils ont gagné cette année la Coupe de la Ligue, là, forcément. On avait détaillé à quel point le match contre OKC, Jackson était excellent, quoi, André Jackson. Et là, on est sur un DNP, quoi. Et c'est pas que récent, parce que je crois qu'on en a parlé récemment, je sais plus quand, je sais plus où. Je parle un peu trop, je pense. Mais si on regarde un peu, on va aller voir ses box scores. La perte de temps de jeu, elle date pas des playoffs, quoi. Même en deuxième partie de saison régulière, il jouait quand même beaucoup moins, quoi. Si je dis pas de bêtises, bon là c'est la toute fin de saison, donc 36 minutes, mais c'est le dernier match, ok. Mais voilà, 7 minutes, 6 minutes, 3 minutes, 1 minute, 6 minutes, etc. Contrairement à, c'était quand? C'était ouais, jusqu'à mi-février, il jouait beaucoup, il jouait dans la rotation. 22 minutes, 16 minutes, 15 minutes, 16 minutes, etc. Si on retrouve le match d'OKC, où est-il? Milwaukee, Orlando, non. Il est où en décembre? C'était par là, non? En décembre? Je sais plus. Mais bref. Mais ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord que ça pourrait être un ajustement à tester. Ça, ce côté, on a peut-être besoin de ça, quoi, pour le coup. On a besoin d'un bon défenseur sur Haliburton. Ça peut aider. L'effet Kuzma, ouais, effectivement. Alors ça, bon bref, on va pas refaire les Bucks, mais c'est vrai que le trade de Kuzma, on s'était dit, ah, tiens, c'est un move financier pour sortir du second apron et faire un autre trade avant la deadline. Finalement, non, le trade, c'était pour Kuzma. Bref. La zone paraît obligatoire au vu de ce que tu décris, mais en général, la zone sur la durée, c'est pas top non plus. Ça dépend. Ça peut être testé, mais c'est vrai qu'il y a un peu ce côté où la zone, au bout d'un moment, les mecs, c'est pas des athlètes, c'est pas des joueurs NCAA, quoi. Donc, ils trouvent les solutions. Enfin, pardon, hein. Mais la fameuse zone de Syracuse qui a donné du mal, de Jim Boyne, qui a donné du mal à 40 générations de joueurs NCAA qui faisaient de la zone full-time. Bon, en NBA, ça marche pas trop, quoi. Donc ouais. Et puis même de la zone, tu peux arriver, voilà, tu peux arriver à la péter, quoi. Donc ouais. Même Ryan Rollins, pas de minutes dans le match 2 alors qu'il était titulaire sur le match 1. Oui, exactement. J'avais suivi aussi ça, oui. Qui était pas si mal en plus, match 1, hein, je crois, de mémoire, mais ouais. Panaché qui nous dit bonjour pour une fois en live. Bienvenue. Bienvenue à toi. Bref, voici pour les deux matchs qu'on fait un peu rapidement parce que je ne peux pas en parler tactiquement. Si ça vous dit, on peut passer un peu plus de temps sur le Lakers Minnesota ce soir, qui était le vrai gros match de cette soirée, j'ai l'impression. Celui que j'ai vu un peu en détail. Donc allons-y, Minnesota 85, Lakers 94. On est vraiment sur les Lakers qui gagnent des matchs défensifs, pour le coup. Donc bref, égalisation un partout, Lakers mini. On est un partout. Bon, au-delà du côté 94-85 qui est très défensif. J'ai hâte de voir le résultat d'ailleurs de Houston Golden State aussi. Le match 1 était très 2004 aussi, ouais, voilà. Comme dit Okoro FC, le score de 2004. Le Golden State Houston était très 2004 aussi, mais Lakers aussi. Mais voilà, ça c'est pour le coup. C'est une vraie tendance des Lakers, hein. Et je pense que c'est leur modèle d'équipe, il faut pas s'attendre à un festival offensif, et même je pense qu'il faut pas s'attendre à une production digne de l'an passé de Luka Doncic et des Mavs 2024. Les Lakers actuellement, ils gagnent des matchs avec une défense de fer plus une attaque juste assez bonne et en jouant des matchs comme ça, quoi. Alors peut-être pas à ce point 85-94, mais ça gagne des matchs depuis 2 mois sur autour des 100-105 points, quoi, pour le coup, en termes de possession, en termes de défensif, etc. Donc ouais, des matchs très défensifs. L'Ouest, c'est vraiment des matchs très défensifs, comme dit JK, exactement.
Donc sur ce match, allons-y. Nous avons Luka Doncic qui est à 31 points, 12 rebonds, 9 passes. Aïe, il passe à une passe près de faire un très grand match. Là, c'est juste un grand match. Pas de triple-double. Austin Reeves qui a été très bon aussi. 16 points. Alors pour le coup, 16 points. J'avais pas vu ça, le box score avant maintenant. Il y a des actions quand même assez folles. Je sais pas si vous avez vu ce match-là, pour le coup. Mais il y a des actions de... Bah tiens, on en voit une là, ici. Il fait un drive magnifique sur Nickel Alexander Walker. Il en fait un aussi. Il fait 2 ou 3 isolations incroyables sur notre ami Rudy Gobert. On va y arriver aussi. Mais il veut bien enlever le plein écran. Ouais, hop. Très bien. Où on était là. LeBron James aussi, 21 points, 7 assists, qui a joué 39 minutes. LeBron. Et puis un point aussi rotation. On va l'expliquer quand on va parler tactique. Mais à peine 9 minutes pour Jackson Hayes qui continue de ne pas jouer dans cette série, ce qui me paraît assez logique vu la configuration qui est en place et vu les défenses. Et au contraire, qu'est-ce qui joue beaucoup? C'est un peu la doublette, on va dire, c'est Finney Smith et Hachimura. Et le but, c'est d'avoir un maximum de spacing parce que de toute façon, enfin bref, le côté Jackson Hayes qui est une masse verticale ne marche pas sur un pick and roll où Gobert ne fait pas un drop, il fait un switch. Donc, il n'y a pas de décalage, donc il n'y a pas de besoin d'avoir une menace verticale pour punir un drop. En fait, il n'y a pas de décalage. Donc, il y a un switch, et donc il n'y a pas besoin de ça. Et puis, en plus, il n'est pas top en défense, ou en tout cas, il peut être remplacé par d'autres qui défendent mieux. Finney Smith, et Finney Smith a un 3 points, notamment. Donc, c'est un peu à la base de ça. Vanderbilt joue 7 minutes à peine, pour le coup, sur ce match-là également. Toujours pas de Dalton Knecht, qui je crois que j'avais annoncé, il va jouer beaucoup. Il devrait faire du bien. J'ai tort pour l'instant, mais je continue à penser que ça pourrait être cool de voir un Dalton Knecht sur le terrain à une passe près de Doncic, vu les configurations actuelles défensives des Wolves, mais ok. Donc voilà. Et puis côté Minnesota, on a Edwards qui est à 25 points. Pas d'assist d'ailleurs. Tiens, c'est bizarre ça. Alors qu'il a fait quand même des très belles passes et il a créé beaucoup de choses, mais toujours faire attention les stats de box score. Ok. 10 sur 22 pour Edwards. On a aussi Rudy Gobert qui a joué 28 minutes. C'est vrai qu'il n'a pas fini le match. Gobert. Ce qui est classique, je ne sais pas, mais c'est régulier cette saison. Parfois sur des fins de match un peu tendues ou des fins de match comme là où ils étaient à moins de 10 points. Chris Finch joue parfois un peu la carte de faisant jouer Naz Reid et Randle pour une raquette full attaque, ou en tout cas un peu plus attaque tout en restant bonne défensivement. Et pour tenter de faire des comebacks, quoi. Donc voilà, Rudy Gobert que 28 minutes pour ce match-là, mais Randle a été très bon, vraiment très bon, et c'est un peu dommage qu'il perde ce match alors que Randle fait un top match à ce point. 27 points, 6 assists, et même plus que ça, vous allez voir, on va le détailler en niveau tactique, 9 sur 17 pour Randle, donc vraiment très bien Randle. Naz Reid un peu moins flamboyant que le match 1, et je crois que de manière générale, on a aussi un moins d'efficacité au tir. Ouais, c'est ça. 5 sur 25 sur ce match-là pour les Wolves. Donc à peine 20% d'efficacité à 3 points. Mince, j'ai perdu ma page de Cleaning the Glass. On va aller voir les stats un peu plus détaillées que le box score. Mais je crois qu'on va voir que autant sur le match 1, il y avait, on peut dire, une surchauffe peut-être un peu, ou en tout cas une réussite. Voilà, formulons-le comme ça. Les Wolves étaient en réussite, notamment à 3 points. Je vais le chercher. Ouais, donc la moitié de leur tir était à 3 points, les Wolves, et 51% de réussite sur les 3 points. Voilà, ça aidait bien à gagner le match alors qu'ils étaient nuls au panier, ils avaient aucun lancer franc et que voilà, les 3 points avaient quand même beaucoup aidé match 1. Et donc là, on est match 2. Et en effet, ils ont shooté à 20% à 3 points. Donc l'efficacité n'est pas là. Et surtout, même le volume n'est pas là. 27% de fréquence de tir. Alors que, je vous ai dit, le match 1, on était quasiment à la moitié de leur tir qui était les 3 points. Là, on est à peine à un quart. Donc, on est 2 fois moins de tirs à 3 points. Donc, il y a déjà une perte de rentabilité de ce point de vue-là. Et qui s'explique assez simplement. La défense a aussi été très bonne côté Lakers. Et je trouve que on n'a pas eu un top passing game non plus de Edwards, mais il était tellement entouré d'un côté et de l'autre partout que ouais, c'est un peu compliqué de bien créer parfois. Mais ok, bon sinon niveau stats un peu général, vous voyez que pas beaucoup d'attaques au niveau des ratings offensifs des deux côtés. Beaucoup de lancers francs pour tout le monde. Un peu de rebond offensif pour Minnesota, mais à part ça, pas grand chose à noter.
Mine de rien, les Lakers, eux, sont allés beaucoup au panier, les Wolves aussi, hein, mais les Lakers sont bien scorés au panier, en efficacité notamment, et pour des raisons qu'on va développer. Mais en tout cas, voilà, ils sont allés au panier, ils ont scoré au panier efficacement. Donc c'est cool. Pas de bataille de transition cette fois-ci, là où le match 1, les Wolves avaient quand même beaucoup gagné sur des séquences en transition, beaucoup de points faciles en contre-attaque. Mais voilà. D'ailleurs, est-ce que tu as un compte Synergie? Demande Okoro. Est-ce qu'ils font grave du gatekeeping? Alors non. Non, j'ai pas Synergie. Excusez-moi, je prends une petite gorgée. Non, j'ai pas Synergie, qui est très cher. Fut un temps, je crois que c'était il y a 5-6 ans, avec Antoine Tartrou de l'Éco des Parquets, on avait testé. Il y avait une formule à l'époque qui était, non pas pour des amateurs, mais ouais, un truc comme ça, un peu grand public. C'était 30 balles le mois, je crois. On avait pris un mois pour tester. Et c'est cool, hein, c'était cool, mais je crois que cette option a disparu. et que maintenant il faut payer très cher. Mais ouais. Question pour la quotidienne, comment font les Lakers pour être aussi performants en défense alors qu'ils n'ont pas beaucoup de matos, pas de protection de cercle, pas trop de point of attack défense et pas mal de joueurs ciblés? Je trouve que l'activité off-ball est très bonne et je trouve surtout que en fait c'est une combinaison de switch all, donc tu n'offres aucun décalage et derrière en plus tu le protèges bien, ces switches que tu fais et ces mismatchs que tu concèdes, tu les protèges très bien, donc ouais, ça gagne aussi là-dessus. Et voilà, t'as des séquences où LeBron off-ball est quand même bien meilleur que l'an passé ou que les années d'avant. Luka Doncic également. Plus aussi le fait qu'on a quand même un effectif qui en termes de personnel est quand même assez défensif. Tu vois, quand les mecs qui sortent du banc, voilà, sur ce match-là, alors on a Luka Doncic, ok, Austin Reeves, ok. LeBron, ok. Hachimura, c'est quand même solide. Et qui sort du banc, c'est Finney Smith, c'est Gabe Vincent, c'est Jared Vanderbilt et c'est Jordan Goodwin. Voilà, c'était 4 remplaçants. C'est quand même très défensif, mais c'est ce qui explique aussi que pour moi, hein, au final, ça score pas très bien. C'est que Redick donne plutôt la priorité, et Redick coach bien aussi, hein, défensivement, mais Redick donne plutôt la priorité à la défense, et donc il aligne des line-up et il fait jouer des joueurs défensifs. C'est pour ça que l'attaque galère un peu, mais il y a des résultats en défense, quoi. Donc ouais, je pense que c'est un peu lié, quoi, pour le coup, c'est un peu lié. Nasrid, c'est cata sur ce match. Je dirais pas cata, mais je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'était... Après, le match 1, il était quand même fabuleux. Mais ouais, à ce point. Donc allons-y, si ça vous dit, on regarde un peu de tactique. C'est ce qui est intéressant. Mince, il va falloir que je déplace le chat, que je puisse toujours le voir à l'œil. Hop, il est ici. Il va falloir que je tourne la tête. Très bien. Est-ce que vous voyez normalement? Vous voyez, peut-être on peut commencer par les Lakers. C'est vrai que Oula, on va enlever le son. Hop, excusez-moi. C'est bon, ça marche. Ok. On est non, peut-être pas on va se mettre en meilleure qualité. Ouais. Donc ouais, c'est vrai que généralement... Pardon, je perds ma voix déjà. Excusez-moi. Généralement, on avait parlé, hein, mais sur le match 1... l'ajustement avait été pas mal du tout de JJ Redick en termes de plan de jeu, et première mi-temps du match 1, c'était quand même beaucoup de juste ça switch, donc on fait des 1 contre 1 et on va chercher le switch et on va l'attaquer, mais un peu statique, quoi, un peu finalement un peu simpliste, et on avait commencé à avoir des ajustements. Et d'ailleurs, vous voyez qu'un des ajustements qu'on voit, c'est ça, c'est du Luka Doncic qui va au post-up pour attaquer McDaniels, puisque en fait il y a aussi ce raisonnement de, vous allez le voir, hein, beaucoup d'isolation, plus d'isolation et plus de post-up, en fait des vrais 1 contre 1, parce que McDaniels est très bon en termes de navigation d'écran, il rend quand même pas mal de kilos et de puissance par rapport à Doncic. Donc en fait, vu que le pick and roll ça switch et que le pick and roll ne sert à rien en termes de création de un décalage quelque part, ça switch, donc voilà, t'as pas d'espace nulle part. Bah, autant ne pas attaquer avec pick and roll et autant y aller directement en 1 contre 1. Bon, en plus là, vous voyez que du coup Edwards vient faire une prise à 2, donc ça donne un bon kick-out et ça crée un bon 3 points. Mais voilà, ça c'est aussi un premier aspect que Redick avait un peu commencé à faire, qu'il a fait aussi sur ce match-là, pour le coup, mais je pense que ça peut être largement beaucoup plus fait, hein, pour cet aspect de post-up de Luka Doncic. Après voilà, on va retrouver aussi sur ce match beaucoup de ce genre de séquences en switch au final, et vous voyez aussi la technique que j'ai détaillée au match 1 également, il y a 2 ou 3 jours sur Twitch. On a Gobert qui est en switch et qui va presser très haut Luka Doncic, vous le voyez, il est quand même assez haut pour l'empêcher ou être prêt à contester au cas où il y a un pull-up à 3 points. Et il va y avoir ce qu'on appelle un peel switch, où Luka Doncic dépasse Gobert, c'est ici, mais sauf que il peut pas aller tranquillement au panier. Doncic va être récupéré par Dante DiVincenzo qui, hop, ici, mince, j'ai oublié de mettre la grosse souris, mais
DiVincenzo est sous le panier, il vient, il le récupère, voilà, il se met devant lui, il barre le chemin, et comme ça, on n'est pas vraiment sur une vraie isolation en fait. On est sur un switch où Gobert presse assez haut pour empêcher tout ce qui est pull-up de périmètre, pour l'inciter à driver, et quand il drive, il est réceptionné par des mecs. Alors le problème c'est que là il y a faute sur l'action en l'occurrence, mais vous voyez un peu cette idée quoi. On a vu beaucoup de ce genre de séquences avec McDaniels également. Pour le coup le match 1 là c'est DiVincenzo, McDaniels aussi va le faire un peu sur ce match là pareil on est tout début de match, qu'est-ce qu'on fait, on fait un système en horns, donc 2 en tête de raquette, 2 dans les corners et un tout en haut, ça fait un A là, vous le voyez peut-être, et là encore vous voyez isolation directement, c'est juste on donne la balle à Luka Doncic autour de la tête de raquette et tu attaques directement McDaniels, tu vas sur ton spot à l'intérieur et tu scores. Donc l'accent a été mis là-dessus et je pense que c'est un très bon ajustement à faire parce que comme dit voilà, très bon exemple. On a aussi le fait est que pourquoi est-ce que notre ami Jackson Hayes ne joue pas, c'est parce que sur les switches ou même il y a un aspect aussi de comment dire, le switch ne donne aucun décalage. C'est le principe de changer sur l'écran, c'est qu'il y a aucun espace nulle part. Ok, mais c'est vrai que c'est pratique d'avoir plutôt des line-up avec un shooter. Donc là, Hachimura, en poseur d'écran, c'est quand même beaucoup mieux par rapport à ça, parce que vous voyez ce que font les Wolves, McDaniels s'arrête au bout d'un moment, il arrête d'aller sur Doncic, et hop, et je reviens sur Hachimura. Et donc ça crée ce mismatch. Et en même temps, c'est aussi ce que veulent les Wolves, hein, c'est d'attirer un peu les Lakers sur ce genre de configuration et de 1 contre 1 qui sont moins rentables pour le coup. Alors vous voyez que ça peut alterner un peu, parfois on a eu 2-3 positions un peu différentes. Là on voit que Gobert craint un peu le pick and pop, donc il revient sur le pick and pop parce que McDaniels arrive à rester bien accroché. D'ailleurs c'est navigation d'écran d'élite, hein. Là je sais pas si vous le voyez, si vous êtes en Twitch, je le décris pour ceux qui sont en podcast évidemment. Mais voilà, il y a 2-3 possessions où parfois vous allez voir ce genre de non-switch, mais globalement, on est sur une équipe des Wolves qui tentait plutôt de faire ça. Et l'autre avantage aussi de Finney Smith ou Hachimura, vous le voyez comme ça, enfin, vous voyez de la manière dont vous le voulez par rapport à Jackson Hayes, c'est qu'il y a ce spacing. Et donc, même quand il n'est pas attaqué, et même quand il n'est pas impliqué sur le ballon, là, donc on a Doncic qui va attaquer en 1 contre 1 McDaniels, et donc pas du tout de pick and roll, hein, pas d'écran et pas de Gobert sur le ballon. Gobert veut aider. Gobert est un roamer en safety, en libéraux défensif, il va venir aider au panier, mais sauf que pour ce faire, il abandonne qui ? Il abandonne un shooter. Il vient depuis plus loin, déjà, il vient pas depuis sous le panier, Jackson Hayes qui serait sous le panier, non. Hachimura, il est à 3 points. Donc on a aussi cet aspect de pourquoi est-ce que Finney Smith a joué quasiment 40 minutes sur ce match-là ? On veut des line-up avec un maximum de spacing pour justement mieux punir le switch. C'est un peu l'idée, quoi. Switch veut dire mismatch veut dire il faut qu'on ait l'espace de l'attaquer. Et pour avoir l'espace, c'est mieux d'aligner des shooters ou des mecs au moins un peu capables. Comme ça, on peut soit scorer un contre un, soit si ça déclenche une aide, on fait un kick-out, on crée des trucs à partir de ça. Et voilà. Là, je vous montre aussi, hein, vous voyez que quand c'est plus Gobert et que c'est Randle qui est en poste 5 avec Nasrid, bon, Randle, pour le coup, je crois qu'il a eu 2-3 switches sur Luka Doncic, ça a donné 3 paniers directement, automatique. Voilà. Mais j'insiste aussi, en un sens, parce que c'est vrai que Gobert s'est fait moquer beaucoup ces dernières années, alors qu'en vrai, je dirais pas que c'est un des meilleurs défenseurs de switch non plus, mais il est quand même bien meilleur que ce qu'on pense, hein, pour le coup, Gobert. Là, encore un exemple, hein, je le décris à l'image, enfin à l'audio pour ceux qui sont en audio. Pick and roll, qu'est-ce qui se passe ? Luka Doncic face à Gobert, cette fois il attaque pas le panier, il prend le pull-up à 3 points. Et un pull-up à 3 points qui est contesté parce que Gobert, encore une fois, en termes de positionnement, il est quand même relativement haut, donc il arrive à contester plutôt bien. Et même, ça reste un tir qui n'est pas d'une rentabilité égale, même qui est largement moins rentable que, par exemple, quand Doncic il peut aller plein cœur de la défense sur un pick and roll, il pénètre face à un drop, comme il y a de l'espace, il peut aller sur ses spots à l'intérieur, prendre un lay-up au panier, ou juste faire un kick-out, hein, mec. Il y a ce truc aussi de au final, quand tu arrives à casser la défense et aller au cœur du jeu, c'est pas mal, c'est quand même beaucoup plus rentable, parce que ça génère des tirs plus rentables, et pas que pour Doncic, mais aussi pour les tirs qu'il arrive à créer pour autrui. Bref, un exemple aussi, vous voyez, une des rares fois où on a une prise à 2 sur Doncic, voilà, je sais pas si c'est un peu une erreur ou pas, mais de facto on a un peu une prise à 2 avec Edwards qui est sur Doncic et je sais pas pourquoi McDaniels, alors attendez, non c'est là, c'est Nicolas Walker qui va faire une prise à 2, bon 2 sur Doncic, vous voyez, non, taille d'élite, passing de génie, le décalage est fait, extra passe et 3 points. Donc c'est aussi pour ça que les Wolves switch, je développe encore là-dessus, hein, mais c'est parce que c'est la moins pire. C'est la meilleure, mais aussi la moins pire des solutions. Tu peux juste pas te permettre de faire des prises à 2 contre Doncic. C'est un peu la base. Tu peux pas faire des prises à 2 parce qu'il peut passer par-dessus et trouver directement lui-même la bonne option.
Tu peux pas non plus faire un drop, ça on l'a vu en playoff l'an passé, parce qu'un drop, ça, c'est veut dire que Gobert attendrait très bas par rapport au niveau de l'écran. Il laisse venir, mais sauf que Doncic fait plaisir à l'intérieur. Et donc le switch, c'est un peu le truc idéal, quoi. Le truc idéal. Est-ce que j'ai manqué un truc? Non, je sais pas. On voit, hein, ça continue d'attaquer en isolation. Il attaque en isolation McDaniels, il attaque en isolation. Je crois que c'était Terrence Shannon, c'est ça? Shannon ou Jalen Clark? Je sais plus, je confonds toujours les deux, mais voilà, un peu de la chasse au mismatch ou de la chasse au 1 contre 1 sans passer par Gobert et sans passer par le switch, de toute façon. Et là encore, un exemple de ça, j'aime bien. C'est parfois Doncic utilisé en sortie d'écran. Donc, c'est-à-dire que là, il démarre en plein dans la raquette, un écran qui remonte vers le haut, vers le 3 points. LeBron qui le sert, et c'est bien parce que vous voyez que ça permet déjà que McDaniels arrive un peu en retard parce qu'il se prend l'écran un peu, donc il n'est pas totalement sur Doncic, et clairement là, à ce niveau-là, Doncic arrive lancé, mais en plus avec un temps de décalage. McDaniels, c'est pas du tout en face. Donc c'est peut-être pas assez utilisé ça pour le coup, et j'aimerais que ça le soit encore plus, c'est ce qui permet de créer le décalage sur l'action, et puis l'autre clé aussi, c'est que le poseur d'écran s'appelle Hachimura, et qu'après son écran, il fait un pop à 3 points, et donc là Gobert, 1 contre 2. Je vais aider sur Doncic ici. Mais donc, kick out facile. Hachimura, 3 points, catch and shoot, ouvert. Malheureusement manqué. Tiens, d'ailleurs, regardons un peu les stats aussi des Lakers. Juste après, on revient sur le match. Ouais, voilà. Les Lakers sont shootés aussi à 21% à 3 points. Donc, c'est aussi à relativiser ce côté, le score du match. Et même côté Lakers, c'est quoi? 94 points, 95. Je trouve qu'ils ont quand même généré pas mal de bonnes choses au final, mais juste, entre guillemets, juste, bah, parfois les tirs sont pas rentrés, quoi, pour le coup. Mais voilà, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Bon, je continue un peu à dérouler. Bon, il y a des fois, effectivement, Doncic arrive à faire provoquer des fautes, mais franchement, non, Gobert, je pense que si on fait le bilan, et c'est dommage, je l'ai pas fait un peu à la main, mais il faudrait un peu le calculer à la main. Gobert, on est sur, je pense, plus de la moitié des possessions largement en positif en termes de défense de Doncic sur possession réussie ou pas réussie, quoi, pour le coup. Même si, voilà, ça reste, ça reste Doncic, donc tu peux pas toujours le stopper. Là encore, vous voyez, je sais pas. Excusez-moi, la fameuse technique de Gobert qui va presser haut et McDaniels qui va faire le peel switch, qui va le réceptionner. Voilà, Doncic qui dépasse Gobert, et qui est-ce qui l'attend? Hop, on a McDaniels qui surgit de nulle part, et Gobert peut ensuite même repartir sur quelqu'un d'autre. Il repart sur Hachimura. Donc voilà, ce côté switch un peu en mouvement pendant le drive pour annihiler totalement ce drive qui était un peu ce qui avait fait du mal l'an passé, hein, en finale de conf. C'était la priorité à régler, et donc là ils sont en train de la régler avec le switch et avec ce côté aussi de inciter à driver, plus un mec qui va le réceptionner ensuite sous le panier, etc., etc. Là, tentative de post-up, mais là encore, hein, je le détaille, mais je trouve qu'on n'en fait pas assez. Je trouve qu'on n'en fait pas assez niveau post-up. C'est mon regret éternel à chaque fois. J'en ai parlé beaucoup les playoffs derniers déjà, alors qu'ils sont allés en finale NBA. Mais je trouve que Dallas, Jason Kidd n'utilisait pas assez Lucas en post-up, pour le coup. Et je trouve que là, ça pourrait être une arme, une belle arme, mais qui, voilà, on en a encore sous le capot, je pense. Donc voilà, c'était pas trop le plan de jeu, c'était pas encore post-up. On verra si ça pourra l'être par la suite, mais bref. Vous voyez, hein, pour ceux qui ont les images sur le Twitch en live, vous voyez pas mal de très bonnes séquences, et vous voyez aussi le fait que parfois, quand ça vient aider en fin de drive sur Doncic, extra pass, catch and shoot, 3 points, Finney Smith et badaboum, pardon. Donc voilà, c'est au final, je sais pas comment est-ce que vous voulez juger ça. Moi, je pense que c'est vraiment la bonne manière de faire, hein, pour le coup face à un Doncic. Là encore, vous voyez McDaniels qui est ici, il vient réceptionner quand Doncic dépasse Gobert dans le périmètre. Hop, qu'est-ce qu'il récupère? C'est McDaniels, et Gobert s'en va et retourne sur un autre pivot ou sur un autre joueur. Voilà, c'est vraiment cette technique-là. Avançons, on va peut-être pas se faire toutes les possessions. J'en avais 2-3 que j'avais tout de même mis en lumière. C'est ici même, là encore, une possession qui était encore une fois une prise à 2 au niveau du pick and roll. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puni directement. Voilà, vraiment, c'est du automatique. Il n'y en a pas beaucoup dans le match, mais je veux les montrer parce que faut vraiment insister là-dessus sur ce côté de, en fait, t'as pas le droit à l'erreur. Et là, c'est même pas, alors je crois que c'est un Spain pick and roll, hein, grosso modo, un écran ici pour Doncic et un backscreen ici de Austin Reeves qui va partir à la direction opposée. Petite confusion dans la défense, et dès que t'as un 2 contre 1 sur Doncic, t'es puni. Roll de Hachimura qui va au panier, lay-up. Donc c'est quand même assez important cette menace de passing de Doncic qui en fait dicte absolument tout. Donc voilà, là la menace de pick and pop de Hachimura, vous la voyez aussi face au drop de Gobert. Où est-ce qu'on peut aller aussi? Hop, où est-ce qu'on est ici? Je ne sais pas. Je me souviens pas. Si, là encore, vous voyez, Doncic dépasse Gobert,
il est réceptionné par quelqu'un qui va le prendre. Voilà, là, cette fois, c'est Alexander Walker qui vient ici et Gobert s'en va. Il va re-switcher sur quelqu'un d'autre. Il retourne au panier, il retourne sur un gros, etc. etc. Bref, j'ai bien aimé aussi la fin de match. On va se regarder ça un peu ici. Je peux vous la détailler aussi en audio. Regardez, c'est le retour de sortie d'écran. Donc, de nouveau, Doncic qui est sous le panier. Une sortie d'écran pour le faire remonter complètement. Et comme ça, il arrive avec un temps d'avance. Son défenseur est un peu c'est un peu pris dans l'écran. Donc, le décalage est créé. Cette fois, on obtient le switch sur Naz Reid. On va l'attaquer. Je ne sais plus exactement ce qu'il va faire, mais je crois qu'il va au panier et il va scorer. Non. Ah non. Ça finit en turnover. Mais je crois que le même système va être rejoué ici même en fin de match. Non. Oui, voilà, c'est ça. C'est le dernier clou dans le cercueil. Passe aussi par ça, par une sortie d'écran de Doncic sur Edwards. Edwards est un peu en retard parce qu'il doit traverser un écran. Et donc, ça va au panier. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est très cool ce genre de séquence parce qu'au final, ça met en mouvement quelqu'un qui a un peu ce défaut de pas être trop en mouvement. Luka Doncic, vous le savez, un peu le défaut de tous ces joueurs un peu ce qu'on appelle héliocentriques. Et en fait, moi je trouve que plus tu le mets en mouvement, mieux c'est. Et c'est un truc qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire avec Westbrook à la grande époque, Harden à la grande époque, etc. Mais c'est vrai que si Redick arrive à faire un peu plus bouger du Luka Doncic, et notamment sur ses sorties d'écran, c'est cool. C'est très cool. Et puis là aussi, fin de match, il reste 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Le switch n'est pas bien réalisé, donc LeBron James s'échappe et ça fait de facto une espèce de prise à deux sur Doncic. Voilà, et donc, extra passe. LeBron en poseur d'écran qui est ensuite à la balle. Short roll, extra passe. Le décalage est créé et mince, il manque 5 ans dans les jambes pour finir ce alley-oop. Mais voilà, grosso modo, une grosse partie du plan de jeu, ça a été ça. Ça a été les Wolves qui vont rester sur du switch pour un peu appâter Doncic sur des situations plus compliquées. Et je trouve que globalement, ça a marché. Ça a plutôt bien marché. Après, du reste, quel était un peu le reste du plan de jeu des Lakers? Bon, il y a l'attaque avec Austin Reeves, des séquences avec Austin Reeves, qui pour le coup, lui, doit parfois faire face à du drop. Vous voyez que cette fois, on n'est pas sur de switch avec Austin Reeves. On est plutôt parfois sur le drop parce qu'on peut-être on le craint un peu moins pour le coup. Donc Gobert peut se permettre juste un peu de rester en drop face à du Austin Reeves. Et puis parce que voilà, ça c'est aussi un bon aspect. On avait parlé, mais je pense que les Lakers, s'il y a un truc à faire, c'est absolument d'aller cibler et punir Mike Conley. Donc là, on voit que Austin Reeves pick and roll avec Mike Conley qui est impliqué. Conley ne veut pas switcher parce que Conley ne peut pas switcher. Il peut pas, voilà, il y a un nombre limité de gens sur lequel il peut être. Donc on n'aime pas le faire switcher sur les écrans, Conley, parce que sinon il se fait exploiter. C'est des 1 contre 1 un peu trop rentables. Donc en fait, il faut l'impliquer au maximum. Là de nouveau, vous voyez, nouveau pick and roll. Cette fois il switch, mais il va se faire avoir quoi. Et donc il y a ce côté où Mike Conley reste, non pas primordial, mais reste une bonne source d'attaque pour les Wolves. Et donc plus tu vas arriver à le mettre en difficulté et plus tu vas arriver à le cibler, mieux c'est à mon avis côté Lakers pour le coup. Donc voilà. Et puis des séquences aussi quand Doncic était sur le banc, le jeu à deux avec LeBron et Austin Reeves, le pick and roll entre les deux qui a bien marché. Cette fois on a un Reeves qui obtient le switch, qui va attaquer notre ami Rudy Gobert et qui fait un peu de magie. Et je crois qu'il y a une autre séquence aussi comme ça. Là c'est contre Naz Reid, hop. Magnifique, ce drive ce vrai 1 contre 1 de Austin Reeves par rapport à Naz Reid. Hop, crossover, je vais au panier, vrai 1 contre 1, voilà. Et je crois qu'il y en a encore un autre où il fait un move de folie aussi sur Gobert. Voilà, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure, il a fait 16 points sur le match, mais vous voyez que c'est des highlights. c'est quand même pas, voilà, c'est pas 16 points classiques pour le coup. Donc voilà, un peu d'attaque de Austin Reeves, mais c'est pas tout. C'est pas tout. Hop. Si j'arrive à trouver aussi les contrôles de mon PC. Voilà. Non, l'autre ajustement un peu majeur qu'a fait Redick, d'ailleurs, et pardon, après je vous lis, pardon, mais je finis un peu mon monologue, je suis un peu tout seul, j'arrive pas à tout gérer. C'est utiliser des splits, des high post splits notamment. Vous savez, c'est un peu les... Bon, alors, on ressort le paint si vous voulez. Allez, on ressort le paint. Le terrain de basket, il est ici. On va se dessiner, voilà, hop, ici. Et c'est un peu le côté où, hop, voilà, il y a 3 points. On met un mec ici qui a la balle, donc Luka Doncic, et il y a une action ici avec 2 mecs. Soit un écran ici pour quelqu'un qui plonge, voilà, dans ce sens, ou soit un écran dans l'autre sens pour quelqu'un qui remonte, par exemple. Ou alors, c'est un peu ce que fait aussi Jokic. Souvenez-vous, Jokic ici avec Aaron Gordon et Jamal Murray. C'est un grand classique. On l'a vu beaucoup sur l'un des playoffs 2023. Cette espèce de jeu à 3 avec, en gros, des deux côtés de la raquette. Tu as
Jokic d'un côté et puis un cut ou un split, voilà, on appelle ça un split parfois, mais bref, c'est cette espèce de jeu à 3 et qu'on n'a pas trop vu sur le match 1 et ça a été le vrai ajustement, je trouve, de notre ami Redick sur ce match-là, qui a plusieurs utilités. Pour moi, c'est que tu dois affronter une défense en switch, donc le pick and roll classique, on a vu que ça pataugeait largement sur le première mi-temps du match 1 où juste tu fais tes écrans un peu simplistes. Bah non, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas de jeu créé, il n'y a pas de chaos dans la défense. Donc, déjà, face à un switch, c'est bien de varier un peu les manières d'attaquer. Et puis l'autre raison, je l'ai oublié. Non, pardon. Non, c'est en termes de spacing aussi, voilà, je me souviens. En termes de spacing aussi, c'est cool parce que tu libères la zone. Tu libères totalement la zone. Hein. Si on revient sur le paint ici, si je le trouve, il est où le paint ? Mince, il est là. Voilà, c'est que là, tout ça est vide. Parce que tu as un mec dans un coin de la raquette, un autre mec dans l'autre coin de la raquette. L'action va aller plutôt soit vers le haut, soit vers le bas. Mais grosso modo, cette zone est libérée totalement, la raquette. Et donc, tu peux y faire des cuts. Tu peux juste faire un mec qui va s'arrêter à mi-distance et prendre le pull-up, etc. Tu peux glisser un écran de la part du poseur d'écran. Bref. J'ai l'impression de faire mon Romain Molina avec mon tableau, excusez-moi. mais oui. Donc, cette stratégie finalement, a été très cool parce que c'est anti-switch, ou c'est mieux, cette diversité par rapport au switch pour éviter le switch. Ça fait des actions un peu plus variées et où tu crées le décalage autrement, au final. Et ça libère la raquette où tu peux plus facilement faire des cuts là-dedans. Et là, on les voit. Hein. Vous voyez que Doncic a beaucoup été utilisé là-dedans. Là, on a vu une première possession. Là, on en voit une deuxième. Il est de l'autre côté. Et avec sortie d'écran pour LeBron James de l'autre côté. Voilà. Le Doncic, il est dans le coude. Alors, il devrait être là, hein, techniquement. Il devrait être dans le coude de la raquette. Il a été repoussé un peu plus loin, mais c'est pas très grave. Et LeBron, sortie d'écran, il curl au panier. Nasrid le réceptionne. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Je curl pas totalement, je m'arrête et je prends le mi-distance. Voilà, un exemple. On re-enchaîne. Pareil, split ici. Split du poste haut. Je crois que c'est la possession littéralement d'après. LeBron fait semblant de faire le même système et en fait non, je fais un backdoor, je vais au panier. Je crois même que Finney Smith fait la même lecture, donc je cut au panier. Excellent passe de Doncic, extra passe, 3 points ouvert. Voilà, tout ça parce que vous voyez à quel point je laisse un peu dérouler, mais on n'affronte pas du tout un switch dans cette situation. On n'affronte pas du tout un gros pivot, on n'affronte pas du tout un pick and roll où aucun décalage n'est créé. On est vraiment sur un écran off-ball, un passeur qui opère depuis très loin, depuis très loin, depuis le périmètre, pardon. Et donc, ouais, il y a un cut, extra passe, 3 points, catch and shoot, c'est parfait. Donc, là aussi, donner du crédit, je pense, à Redick par rapport à ça, sur ce plan de jeu, parce qu'il y avait eu déjà des bons ajustements en match 1 par rapport à cibler Mike Conley, faire un peu plus d'isolation, envoyer plutôt au poste bas plutôt que pick and roll du Doncic ou du LeBron. Mais c'est vrai que ça, cet aspect, on l'avait pas vu. Et là encore, autre action, Luka Doncic qui est... bon, encore une fois, il est censé, dans l'esprit, il est censé être en tête, dans le coude de la raquette, en tête de raquette. Là, il est plutôt à 3 points, mais parce que parfois, le temps d'avoir la balle, tu te fais un peu repousser par les défenseurs, etc. Donc voilà, bref. Et de l'autre côté, sortie d'écran pour Austin Reeves qui fait un flare screen, un écran qui s'éloigne du ballon, écran posé par LeBron James. Et c'est bien aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça permet d'impliquer les 3 stars au final. LeBron en poseur d'écran, Reeves en sortie d'écran, et puis le passing de Doncic qui est un magnifique passeur en mouvement, qui est un magnifique passeur de pick and roll, qui est un magnifique passeur de driving kick, mais qui est aussi, de facto, si tu le mets en passeur stationnaire comme ici, il est parfait pour faire la lecture sans trop bouger, juste avec sa taille en mode tour de contrôle. Vous voyez encore une fois, encore un exemple avec Reeves et LeBron. Cette fois, les deux vont sur le cut de Reeves, donc LeBron pop à 3 points, un tir facile, en rythme. Voilà. Vous voyez que c'est vraiment des manières déjà un peu variées d'utiliser l'attaque et surtout de contourner ce problème de Minnesota qui change les écrans et qui te laisse aucun décalage. Là, non. Là, vous voyez que pareil. Sortie d'écran, pin down de l'autre côté là pour LeBron qui va se frotter et essayer d'aller au panier et puis il est dans la raquette, un petit pull-up, un petit tir dans la raquette à 2-3 mètres du panier, c'est cool. Et puis pareil, cette fois c'est LeBron qui est utilisé en passeur sur ses splits, le split est fait cette fois-ci entre Reeves et Doncic. Bon, un peu de flopping, voilà, ça va se relever, je crois, si je me souviens bien de l'action. Voilà, Reeves qui va au panier, qui recurle au panier. Et voilà. Donc, c'est ce côté des splits qui ont été très bien utilisés. Là, encore une fois, pareil, hein, ça démarre depuis Luka Doncic. Alors là, c'est pas un vrai split au niveau des têtes de raquette. Là, techniquement, on est plus sur un pistol action ou bref, on s'en fiche des détails, mais bref. Voilà, en gros, c'est un écran off-ball pour utiliser un peu cette menace et pour créer du décalage autrement, quoi. Et en plus, vous voyez aussi, si je fais pause, il n'y a pas de Jackson Hayes. Hayes qui a fait 7 ou 8 minutes, on a vu tout à l'heure, je crois 9 minutes sur le match. On a de l'espace. On a Finney Smith et Hachimura, et donc on a de l'espace.
parce que c'est pas non plus des shooters d'élite, mais au moins, pardon, au moins ils se positionnent dans le périmètre. Donc voilà, vraiment ça c'est le vrai bon ajustement. Je trouve, de la part de Redick sur ce match, au-delà de la bataille du pick and roll qu'on a un peu détaillé avec Luka Doncic contre Gobert. Mais voilà, bah tiens d'ailleurs, on en voit encore une ici, hein, LeBron qui a la baguette et sorti écran Paris pour Reeves. Donc voilà pour le plan de jeu des Lakers, et je trouve que, résumons, ils n'ont pas mis leur tir à 3 points notamment, mais la création de jeu a été pas mal. Je trouve que ça a été pas mal de diversité qui a été trouvée par Redick. Même si, au final, également, finalement, cette défense des Wolves, elle n'a pas été si mal non plus, quoi. Donc voilà, pardon pour ce. c'est pas tout blanc, tout noir, hein, mais je trouve que l'un dans l'autre, ouais, tout ceci s'explique, on va dire. Bref, j'essaie de vous lire. Où en étaient les messages, pardon. En gros, tu nous montres que Luka est devenu le système d'attaque des Lakers en 2 mois et que ça marche en plus. Ouais, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. C'est exactement ça. Apparemment, Rudy Gobert concède 1,17 points par possession sur ISO contre les Lakers sur ces 2 matchs. Ah bah tiens, stat intéressante pour le coup. Alors que je dis bonsoir à MC Smobile. Bonsoir à toi, bonsoir le lab, nous dit-il. Bonsoir à toi. Ouais, oui, en effet. Après, le problème de ces stats, et de toutes les stats, hein, la stat ne raconte que les événements qui se sont passés. Et je veux bien te croire, hein, parce qu'on a vu pas mal de... Enfin, je veux bien. Non, je te crois sans problème. Parce qu'on a vu pas mal d'actions où, en effet, il fait des fautes, Gobert. Ou en tout cas, il y a eu des fautes qui ont été sifflées. Peut-être on peut diplomatiquement le formuler comme ça. Donc il y a un effet pour moi où c'est des tirs extrêmement rentables. Et comme on n'est que sur 2 matchs, c'est pas non plus des tonnes. Donc... Voilà, je veux bien croire que sur certaines situations, il peut y avoir ce côté rentable au final, et c'est pas mal, hein, 1,17 points par possession sur isolation, pour l'attaque, je veux dire. Mais il y a aussi plein d'isolations qui ne rentrent pas là-dedans. Il y a de l'isolation où juste Luka Doncic essaie d'attaquer et finalement il renonce, il lâche la balle. Et il y a aussi, surtout, les opportunités qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que, ok, là c'est 1,17 points par possession sur isolation, sur les switches qui ont été attaqués de facto, mais est-ce que vaut mieux pas ça, alors que peut-être que si on avait fait autre chose, notamment du drop, si on est dans ce drop, aurait été calculé des dunks sur de alley-oop, des catch and shoot ouverts à 3 points, potentiellement, les flotteurs, les lay-up, les lancers francs, des drives de Doncic lui-même face au drop, etc. etc. Donc il faut aussi le mettre en perspective, à mon sens, hein, ce score par rapport à quel aurait été le score dans une autre configuration, et est-ce que finalement, et je pense que oui, une autre configuration défensive aurait pas aussi donné plus de points par possession en un sens. Je sais pas si je suis clair, mais c'est toujours ce truc de les stats finalement ne mesurent que ce qui s'est passé, alors que en tactique et en scouting et enfin bref en basket il faut aussi essayer de, c'est un truc par rapport à un autre quoi. C'est un truc par rapport à un autre, et mesurer ce qui s'est pas passé, c'est parfois presque plus important en un sens quoi pour le coup. Mais oui, je suis d'accord. Quoi d'autre, pardon, excusez-moi. Kaboom, oui, pardon, je me suis trompé tout à l'heure. La petite fin de regard qui va bien. 95, bonsoir à toi. Le paint, ça vous a plu? Effectivement. Quelle est la différence avec le split des Warriors? Non, il n'y en a pas. C'est juste que les Warriors le font plutôt. Il est où mon paint? Les Warriors le font plutôt au poste bas en fait, le split. C'est-à-dire que tu as ton terrain qui est comme ça. Hop, le 3 points. Et c'est juste que les Warriors, Draymond Green se met ici, et t'as des joueurs qui font des cuts ici, ou voilà, un pose d'écran, je ressors ici, ou alors pose d'écran, je coupe au panier, etc. Alors que dans le cas des Lakers et des Nuggets, on est plutôt, comme dit, hein, sur en haut de la raquette. Donc Jokic ici, ou Doncic ici, et dans l'autre coin de la raquette. Mais c'est juste la différence, il n'y a pas trop de différence à part ça, quoi, au final. À part ça. Le terrain le plus beau pour les matchs de la Coupe de la Ligue. Alors ça, j'ai loupé la conversation. Tant que tu fais pas un dessin à South Park sur la tablette, ça me va. Ok. Bref, donc ça, c'était pour l'attaque des Lakers. L'attaque des Lakers, c'est la défense pas si mal que ça, donc au final des Wolves. Je trouve... Faisons un peu on finit par la défense, enfin par l'attaque des Wolves aussi. C'est quand même assez intéressant à détailler. Il y a plusieurs points. Déjà, il y a le cas Edwards. Le cas Edwards, on peut y aller. C'est vrai qu'Edwards s'est plaint, je crois. Là d'ailleurs, on voit une magnifique passe. Hein. Première action, on voit une magnifique passe de Edwards. Il a fini avec 0 assist, mais voilà, c'est pas pour ça qu'il a pas fait des bonnes passes.
Mais ouais, donc l'attaque Edwards, c'est un peu le plan de jeu principal des Wolves, évidemment. Et ce qu'on remarque sur le début du match, c'est que ça switch pas automatiquement sur ce match 2 sur Edwards. On voit que en fait Austin Reeves traverse l'écran et que Jackson Hayes reste un peu collé à Edwards. On fait des espèces de prises à deux. Pourquoi aussi? Parce que Gobert n'est pas forcément une énorme menace en pick and pop, donc on craint pas de dire bah tiens restons à deux sur le ballon et on va pas sur Gobert. Non, il y a un peu cet aspect-là. Donc ils ont un peu commencé le match comme ça, en essayant un peu de non pas de le blitzer, non pas de l'agresser très très agressivement en termes de 2 contre 1, mais tout de même ça switchait pas automatiquement. Donc voilà, là encore un exemple, pareil, Jackson Hayes qui reste sur Edwards, tout comme LeBron, et là il fait la bonne lecture, mais c'est aussi à mon avis une carte à jouer par rapport à Edwards, c'est à quel point il s'est vraiment amélioré au passing, ou à quel point il peut passer le test complet pour le coup du passing de haut niveau. Et je pense que les Wolves pour cette saison, peut-être pour l'an prochain, je ne sais pas. Moi je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré au passing, mais c'est pas encore un passeur chapeau 1, je pense. Donc en fait, il y aura toujours, à mon sens, cette carte à jouer pour un coach qui l'affronte de dire bah tiens, peut-être pas tout le temps, mais sur ce match-là, sur cette séquence, on peut tenter de le blitzer, justement. On peut tenter d'y aller hyper agressivement sur lui parce que il est pas hyper à l'aise pour passer par-dessus, il est pas hyper à l'aise pour faire les lectures de niveau d'élite encore, etc., par rapport à ce que peuvent faire d'autres. D'ailleurs, là, on en voit une. On en voit une, alors. Ce qui permet aussi de dire que c'est pas que Edwards, c'est le spacing. C'est aussi le problème, c'est que c'est le spacing. Là, il fait un pick and roll, il obtient Finney Smith sur le switch, il va l'attaquer. Sauf que regardez qu'est-ce qui se passe. On a littéralement un mur là. On a Finney Smith, 17 c'est Finney Smith, hein, ouais. C'est Finney Smith qui est devant lui. Donc là, on se dit, bon, ben, il a eu le switch, il va l'attaquer en isolation. Mais sauf que nenni, regardez le reste du terrain, regardez comment sont positionnés les autres Lakers. On est, alors attendez, hop, je retrouve le chat quand même. Les Lakers, on a un mur de 3 là. On a Austin Reeves qui est sur la main droite, on a Luka Doncic qui est sur la main gauche, et on a Hachimura qui est aussi plein centre. Donc on a littéralement un 1 contre 4 en fait. Il n'y a aucun moyen que Edwards aille au panier à partir de cette configuration. En tout cas, c'est très compliqué. Et donc, qu'est-ce qui se passe sur l'action? Bah, il essaie d'y aller tant bien que mal, et sauf que le passing, ça passe pas, quoi. La passe est un peu déviée, ça crée un turnover. Donc voilà, c'est aussi tout le jeu par rapport à lui. Et pour le coup, là, on le voit un peu cibler et attaquer Luka Doncic. Je trouve que c'est un peu un truc où j'ai été déçu sur ce match-là. Je suis un peu déçu. Je trouve qu'ils l'ont pas assez fait. Ils ont pas assez ciblé notre ami Doncic, qui est vraiment un point faible de la défense, évidemment. Et je suis un peu resté sur ma faim sur cet aspect-là. J'ai pas trop compris pourquoi Edwards et les Wolves ont autant voulu cibler des Finney Smith ou des Hachimura, pour le coup. Mais pareil pour Randle, on va y arriver, mais Randle aussi a beaucoup ciblé du Hachimura sur ce match-là, plutôt que de cibler Austin Reeves comme match 1, mais ça on va y arriver. Mais voilà, c'est peut-être pas assez, je trouve, note sur ce match, peut-être pas assez d'impliquer Doncic en fait. Et on sait que c'est un peu le secret. C'est un peu le secret. C'est sans doute que ce qu'ils n'ont pas fait non plus assez les Wolves l'an passé en finale de conf. Et c'est ce qu'on fait magnifiquement Boston en finale de conf, en l'impliquant encore et encore et encore et encore et encore. Et forcément, c'est un aspect chronophage. Au-delà de l'aspect de la qualité intrinsèque du défenseur qui est non idéal, on peut dire, mais il y a aussi l'aspect de tu le fais défendre toutes les possessions. C'est un peu chaud pour ensuite re-enchaîner derrière avec de l'attaque. Donc voilà, il y a un effet qui se coule au final, l'effet 2 en 1. Donc bref, je pense qu'on peut faire plus. On peut faire beaucoup plus pour cibler soit Austin Reeves, soit Doncic. Ok. Là, on voit aussi une action, je réinsiste dessus, mais on appelle ça une zoom action. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une zoom action, c'est un dribble and off, un jeu de main à main, Randle à la balle, un écran en plus juste avant, c'est DiVincenzo, et Edwards qui sort de ça. Il prend un écran plus le dribble and off, le jeu de main à main, et vous voyez que ça le fait attaquer en mouvement. Et je me dis, quand on voit à quel point c'est ici. Voilà, quand on fait l'arrêt sur image, là, le quadrillage du terrain, vous voyez que quand c'est une isolation un peu statique, un peu simple, il y a 3 mecs qui se mettent devant lui, et donc en fait c'est un 1 contre 4, c'est pas un 1 contre 1. Quand on voit ce genre à quel point les Lakers sont bons pour créer et pour organiser le terrain de cette manière, pour le quadriller de cette manière, c'est vrai que ce genre de zoom action, pour le mettre en mouvement, à mon avis, c'est très cool. Et ça, là aussi, ça pourrait être fait et beaucoup plus fait, à mon avis. Parce que vous voyez que sur le main à main, Finney Smith est un peu en retard parce qu'il doit traverser 2 écrans sur la zoom action. Et donc, Edwards part avec un temps d'avance. En plus, il part déjà lancé. Et là, vous voyez que il va complètement au panier. Alors, malheureusement, il manque le layup à la fin. Vous voyez que si je fais pause, il est au panier. Il a sa main qui est au niveau, littéralement, du cercle. Et il lâche la balle au niveau du cercle. Donc ouais, peut-être essayer de le mettre encore un peu plus en mouvement. Edwards, qui a peut-être pas été assez fait
je trouve, sur ce match et sur ce début de série. Là, c'est fait, hein, là encore, mais c'est juste que ça défend bien. Il part depuis la ligne de fond, vous voyez, hein, ligne de fond, il va remonter tout en haut. Donc, s'il y a un peu de mouvement, sauf que en face, ça défend bien, hein, côté Goodwin, etc., etc. Mais voilà, c'est tout le problème d'Edwards, c'est que les pick and roll, là, on en voit un où Gobert n'a pas la qualité pour. C'est un peu dommage parce que il est capable de faire la lecture, là, de faire l'extra passe dans le corner, mais il la fait pas pour le coup. Et il n'y a pas la finition verticale, élite, dangereuse, déblayage au panier, comme un Gafford, comme un Lively, pour parler de Doncic par exemple. Mais d'autres mecs comme ça, c'est pas Anthony Davis non plus, voilà, évidemment. Donc il n'y a pas ça sur des pick and roll plus classiques. Et sur l'isolation, c'est vrai que il y a un quadrillage de terrain qui est bien fait, qui est très très bien fait de la part des Lakers. Et d'ailleurs, là vous voyez qu'en transition, il hérite un peu du match-up Luka Doncic. Bah ouais, une fois qu'il a passé, enfin c'est plus facile à passer plutôt. On peut le formuler comme ça. Et ensuite, il navigue entre les obstacles, il va au panier, il prend le lay-up, donc c'est très cool. Mais oui, c'est un peu ça a été un peu la guerre finalement, la guerre des match-up. Et là pareil, pourquoi est-ce que on a sur le terrain Luka Doncic ici, on a sur le terrain Austin Reeves ici. Pourquoi est-ce qu'on fait un pick and roll et pourquoi est-ce que Edwards finit par attaquer Hachimura? Bon, je pense que je sais pourquoi. Je pense qu'il y a peut-être un aspect aussi. Hachimura a beaucoup été ciblé par et Edwards et Randle. À mon avis, il y avait peut-être un côté de si on arrive à le mettre en problème de faute, lui ou Finney Smith, mais surtout Hachimura, bah, finalement, on arrive peut-être à contrer de l'autre côté les line-up avec beaucoup de spacing de la part des Lakers. Je pense qu'il y avait un peu cette idée. En termes de plan de jeu, à mon sens, il y avait cette idée d'aller chercher un Hachimura de par Randle et de par Edwards pour au final le mettre en problème de faute et que tu les forces à jouer avec Vanderbilt ou alors tu les forces à jouer avec Jackson Hayes, ce qui n'aurait pas d'impact de ce côté-là du terrain, mais on aurait un de l'autre côté. Donc moi, c'est un peu comme ça que je l'explique. Là, on voit des actions aussi où il est utilisé en sortie d'écran, en flare screen, un peu dans le périmètre, avec en plus Gobert en poseur d'écran loin du panier. C'est cool, ça permet de libérer l'espace. Mais de suite, voilà, il pose un dribble et il y a 3 mecs qui sont dans la raquette, quoi. Donc ouais, c'est toujours un peu ce problème de quadrillage qu'on a retrouvé chez Edwards. Et voilà, même quand il a le bon match-up, là on le voit en plus, il obtient Luka Doncic qui s'est déjà fait griller une ou deux fois sur le match. On a directement LeBron James qui vient déclencher une quasi prise à deux. Ici, vous le voyez. Là, voilà, LeBron qui est censé défendre Terrence Shannon, là, ici dans le corner, il monte totalement. Alors, c'est pas, on va pas faire une prise à deux agressive pour le blitzer, mais c'est LeBron qui se met à 1 mètre ou 2 mètres de Edwards. Donc là, Edwards, il lève la main, il dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis censé faire quoi? Parce que là, il n'y a même pas une option de passe, quoi. Il n'y a même pas une option de passe, il n'y a même pas une option pour lui de driver, parce que non, il y a 2 mecs devant lui. Donc là, c'est vraiment pour comment est-ce que cette défense des Lakers arrive à totalement endiguer l'attaque des Wolves, au-delà de leur inefficacité à 3 points sur ce match-là, en l'occurrence. Mais c'est ce quadrillage du terrain, quoi. Et c'est le fait que, bah d'accord, on va switcher, on fait ce côté switch all défensif. Sauf que dans les faits, le switch all, bon, il y a des bonnes séquences, hein, là vous en voyez une, mais dans les faits, on n'offre pas tant que ça de vrai 1 contre 1, de vraie isolation. C'est en switch, t'as l'impression que t'as un mismatch, mais en fait t'as un mismatch devant toi, mais t'as aussi 2 mecs sur ta main gauche, sur ta main droite, et un 4e mec sous le panier, quoi. Donc c'est tout le problème, à mon avis. Et puis là encore, quand on est sur des situations où il attaque pas en drivant, Edwards, ça c'est un peu plus lié à lui, mais prendre des pull-ups face à un Doncic ou prendre des pull-ups face à un Austin Reeves, c'est un peu dommage pour moi, à mon avis. Mais voilà, je pense que pour finir, il faut quand même beaucoup mieux aller au panier. Mais en plus, au final, il fait pas un si mauvais match que ça, hein, vous voyez, Edwards, on voit quand même pas mal d'images là. Pour le coup, il arrive à, quand le quadrillage est pas très bien fait, il navigue un peu à droite, un peu à gauche, et bon an mal an à aller au panier, quoi. Donc ça, c'était quand même très cool. Là, on voyait en plus une petite action où DiVincenzo est utilisé en mouvement aussi, non pas en sortie d'écran, mais un peu en mouvement. Il attaque directement dans la réception du ballon. Ça, c'est cool aussi d'apporter un peu de mouvement. Et je pense que globalement, c'est un peu ça l'idée principale à retenir, c'est que Minnesota, il n'y a pas les armes, je pense, pour un vrai pick and roll d'élite. Parce qu'il n'y a pas la masse de pick and pop qui était Towns, il n'y a pas une masse de pick and roll énormissime. Donc, il n'y a pas ce pick and roll létal. En plus, Edwards n'est pas un passeur incroyable, chapeau 1 à la Luka Doncic. Mais je pense que la clé, c'est le mouvement. Parce que les Lakers sont tellement bons sur ce quadrillage que si tu bouges pas, c'est un peu dommage. C'est vraiment un peu dommage. En plus, voilà, là encore, vous voyez qu'il crée un magnifique tir. Il drive sur Doncic, il kick out dans le corner opposé. Catch and shoot de Naz Reid. Bon, Naz Reid fait un airball, mais je veux dire, faut pas se fier au stade du box score de il a fait 0 assist, c'est pas bien. Non, il était quand même à la base et à la création de tout. Notre ami Edwards, il a fait quand même un très très bon match pour le coup. Et on essaie de le mettre en mouvement.
il faut peut-être le faire un peu plus. C'était un peu l'idée. Bref, pas mal d'extraits encore. Vous voyez que ça déroule. J'espère que le robot YouTube va pas m'embêter demain matin. Sinon, ça va vraiment m'embêter. Un autre aspect qui était sur ce match, c'était Randle en fait. Et Randle, j'ai pas très bien compris. Alors, il y a eu du bon, et il y a eu du très bon, il y a eu aussi du moins bon, je trouve. Ce que j'ai pas aimé sur ce match, c'est que match 1, on avait plein d'actions qui visaient à faire un écran par-ci, un écran par-là. Grosso modo, à obtenir Austin Reeves sur Julius Randle au poste bas. Et on allait l'attaquer au poste bas. Et voilà. Et soit il scorait face au petit Reeves, soit prise à deux qui se déclenchait. Et voilà, ça faisait... comment dire, ça faisait un décalage, extra pass, kick out et un 3 points qui était généré de cette manière. Voilà, le jeu était créé de cette manière. Et ça, c'était le match 1. Et ce qui était quand même plutôt un bon plan de jeu. Ils s'étaient sortis directement, ils avaient fait ça. Là, j'ai pas trop aimé. On le voit dès les premières possessions du match. J'ai pas compris pourquoi Randle attaque et surtout pourquoi est-ce qu'il attaque dans le périmètre. Parce que isolation, c'est cool. Mais vous voyez que, bon, attaquer un Hachimura, déjà, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lui obtenir un meilleur match-up? Et pourquoi attaquer dans le périmètre? On voit que, enfin, il est capable, hein, mais c'est quand même beaucoup moins intéressant et il est quand même beaucoup moins dangereux, je trouve, de le faire attaquer dans le périmètre en tête de raquette ou ce genre de truc où il va dégainer son pull-up à 2 points, mais qui est pas très rentable. Il va essayer de driver, mais ça dépend contre qui. Contre Hachimura, ça passait pas trop. Contre LeBron, ça passait un peu plus pour le coup. Mais voilà, moi je trouve qu'il est jamais aussi intéressant, Randle, que quand il est proche du panier, au final, quand il est sur des post-up. Donc là, évidemment, il nous sort un très beau drive, mais c'est pas tout le temps passé, là, ce côté drive versus Hachimura, pour le coup. Donc, je me suis un peu posé la question de pourquoi faire ça. Pourquoi finalement varier par rapport au match 1 où t'avais aussi bien opéré plus proche du panier, t'avais créé autant de décalage en lui obtenant des petits sur lui qu'il attaquait au poste bas. Un peu dommage pour moi, pour le coup. Après, il y a des fois où, voilà, le côté ciblé à Hachimura pour les fautes, on en a parlé. Il y a le côté aussi LeBron. Là, vous le voyez, il attaque LeBron. Et en effet, LeBron, il arrive à le dépasser et aller au panier sur un drive 1 contre 1 depuis le périmètre. Donc, c'est vrai que contre un LeBron qui est peut-être un peu plus lent, je peux un peu le comprendre un peu plus, peut-être. Mais face à un Austin Reeves, comme là, on voit d'ailleurs actuellement, bon, ok, tu peux aller sur tes spots et déclencher ton fadeaway, mais est-ce que ça aurait pas été mieux de carrément démarrer sous le panier, quoi? Donc c'est un point qui m'a pas trop plu, ça, pour le coup, même si là encore il fait quand même un bon match, hein. Il fait un bon match, notre ami Randle, donc il a mis suffisamment de ses tirs pour que ça soit pas du tout un problème. Et d'ailleurs, je tombe un peu au hasard sur une position, regardez, qui illustre totalement ce que je dis. Transition, il y a un match-up qui est pas du tout le bon, mais parce que c'est la contre-attaque, donc on n'a pas eu le temps de faire les bons match-up. Qu'est-ce qu'on fait? Randle, poste bas sur Austin Reeves, voilà, proche du panier, dos au panier. Il boulie un peu au poste bas Reeves, donc la prise de 2 se déclenche, kick out, parfait pour Mike Conley dans le corner opposé, catch and shoot à 3 points dans le corner, bim bam boum badaboum, non, le tir est manqué. Mais voilà, ça c'est ce qu'on a vu au match 1 et il m'a un peu manqué pour le coup. Ça m'a un peu manqué parce que il a mis des tirs, il a mis 2-3 drives, il a mis des pull-ups. Je suis pas sûr qu'il le fasse sur toute la série, Randle. Mais bref. Donc ça, voilà, ça c'était l'aspect Randle du match. Mais c'est vrai qu'il y a un autre aspect qui m'a beaucoup plu par rapport à ça. C'est que, bon, au-delà de ce côté jeu de périmètre, on l'a aussi beaucoup utilisé, notre ami Randle, justement sur du poste haut. Et autant poste haut pour scorer, bon, un peu pénible, autant, de la même manière que j'ai expliqué pour les Lakers, hein, le poste haut permet de libérer la raquette. Donc là, on voit notamment des séquences où, certes, il n'y a pas Gobert, on a Naz Reid, donc c'est déjà un peu plus facile. Mais j'aime beaucoup cette configuration également, des Wolves qui ont mis beaucoup Randle, qui est un bon passeur, pour le coup, un plutôt bon passeur. Ils l'ont mis poste haut, et puis on anime et on l'utilise un peu en termes de création, en fait, depuis cette tête de raquette. C'est un peu ce qu'on appelait à l'époque la high post offense de Rick Adelman, le papa de David Adelman, d'ailleurs, qui est coach à Denver actuellement. Mais là, on voit typiquement une action qui est totalement faite pour aller cibler un Luka Doncic et le cibler en tant que défenseur du poseur d'écran. Donc voilà, le passing de Randle qui fait la bonne lecture, passe à un Naz Reid qui coupe au panier. Bon, ça marche pas, mais voilà, ce côté installé au poste haut et surtout développer le passing, ça c'est bien, parce que ça permet d'obtenir des tirs plus faciles. Là encore, il est face à Gabe Vincent, la défense se resserre un peu autour de lui, et donc qu'est-ce qu'on a? On a une magnifique improvisation là de la part de Nickel Alexander Walker qui vient poser un écran loin du ballon, et Randle, bonne lecture, extra passe pour un Edwards qui a un petit décalage et un tir facile. Boum, ça fait du bien. Ça fait un tir où il pose un dribble et il se met en rythme.
Mais voilà, et ce côté high post offense de Randle, je l'aime beaucoup. Là, on voit aussi un cut de McDaniels qui vient tourner un peu autour de lui. Voilà, ça va au panier. Ça, c'est cool. Vraiment, ça, c'est très très cool. Et c'est ce qu'ont beaucoup fait, je trouve, les Wolves sur ce match. De finalement. Et bon, c'est ce que je peux comprendre aussi. Hein, moi, je reproche qu'il y a un peu trop de jeux de périmètre pour Randle. Mais tu peux pas choisir, quoi. Enfin, il y a un aspect où si tu dis bah, mettons-le dans le périmètre, tu peux pas dire alors pour scorer tu vas que proche du panier, mais par contre pour passer tu restes dans le périmètre. Non, tout ceci est toujours un peu mélangé évidemment, c'est selon ce que fait la défense, tu prends la bonne décision. Mais au global, enfin peut-être pour le reformuler, j'aurais aussi aimé voir également plus de post-up peut-être. Que là on voit de très très bonnes séquences de passeurs, hein, ça tourne autour de lui. Quand il y a un peu d'espace depuis ce posto, il fait un dribble, il va au panier. Donc c'est cool, hein, c'est très cool. Il y a des cuts qui autour de lui, de McDaniels, de Alexander Walker, de Nasrid, etc. Et ça a créé de la bonne attaque, ça a créé des bons décalages. Là encore, dans cette idée de, bah, au final, ça fait des actions que le switch all des Lakers ne peut pas trop affecter. Et de la même manière, le quadrillage ne peut pas se faire. Autant quand on a Edwards qui est à 3 points, isolation, face au jeu, tout le monde le voit venir, le terrain est très bien quadrillé, tout le monde se place bien, on resserre le terrain autour de lui, on le prive d'options. Autant vous voyez que quand on donne la balle au posto à Randle en tête de raquette et qu'il y a des cuts autour de lui qui s'organisent, tu peux pas le cadrer le terrain. Là, je peux faire un arrêt sur image. Là, il n'y a rien qui est contrôlé comme espace. Parce qu'on est en mouvement. Il faut qu'on gère un cut, il faut qu'on gère un écran. Donc, en fait, t'es dans le mouvement, t'es pas dans le on s'installe de cette manière, on bouge cet espace. Attention, s'il fait ça, tu fais ça, etc. Voilà, ce côté split action permet aussi ça. Donc, pour résumer le côté plan de jeu peut-être des Wolves, et après on peut s'arrêter là, il y a un aspect où sans doute faudrait essayer un peu plus de cibler du Doncic et d'impliquer Doncic et Reeves. À mon avis, notamment par Edwards, ça peut être très 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 bien pour les retombées que tu peux avoir de l'autre côté, hein, parce que c'est des situations faciles, toi, face au ballon, mais en plus tu le fatigues pour lui de l'autre côté. Donc ça c'est bien. Donc plus de ciblage, je pense, à mon avis, de Doncic et de Reeves. Plus de ciblage de Reeves également, comme on a vu au match 1, c'est-à-dire du post-up proche du panier après un ou deux switches. Donc ça c'est plutôt Randle, alors que Doncic c'était plutôt via Edwards. Et puis plus de mouvement aussi. Plus de mouvement via des zoom action, via des sorties d'écran pour Edwards, pour le mettre en mouvement, plutôt que le laisser s'embourber dans des isolations statiques où il a rien à faire et ça se resserre autour de lui pour Edwards. Et Randle, ce côté utilisation de passeurs en poste haut avec des cuts autour, ça aussi c'est une manière de contrer ce quadrillage de terrain. Donc c'est très cool aussi, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce match. J'espère que ce sera assez tout court. Je vais essayer de vous lire un peu aussi. Je rattrape à la fin de mon monologue. Les Lakers, c'était 23e et 27e en fréquence de tir au cercle et proche mi-distance, mais 3e au lancer franc en SR. Tu as une explication. Alors ça, c'est un peu toujours le profil des équipes de Doncic ressemble toujours un peu à ça, pour le coup. De très peu de tirs au panier en fréquence, mais hyper efficace quand on y va. Donc je sais pas à quel point peut-être c'est lié. Mais voilà, il y a un aspect aussi, il faut bien se souvenir que quand il y a une faute qui est provoquée sur un tir, et donc notamment par exemple un tir au panier, le tir n'existe pas dans le box score, et donc dans les stats. Le tir n'existe pas. Tu vas au panier, tu fais un drive ou tu fais un alley-oop, et il y a une faute sur l'alley-oop ou faute sur le drive pendant que tu es en train de tirer, le tir n'existe plus. Il disparaît. il y a 0 sur 0 au field goal, et par contre, tu as 2 lancers francs. Donc ce que je veux dire aussi, c'est que faut faire attention quand on regarde aussi quel site de stats, parce que parfois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les stats de panier sont incomplètes, parce qu'une équipe comme les Lakers qui font beaucoup de lancers francs, ça fait beaucoup de tentatives de tir qui, on les voit sur les lancers, mais on les voit pas dans la fréquence au panier, en un sens. Donc, je pense que voilà, ça s'explique aussi en partie un peu comme ça, ce côté stat un peu très polarisé, quoi, au final. Mais faut-il absolument un passeur de chapeau 1 dans une équipe qui vise le titre? Non, pas forcément. Mais en revanche, c'est vrai que tu peux t'exposer à certains risques. Je sais pas, mais tu vois, par exemple, pourquoi Boston n'a jamais eu trop ce problème, c'est que, bon, déjà, ils peuvent l'avoir, mais le truc, c'est que Boston, Tatum est pas chapeau 1, on va dire. Bon, ils ont quand même gagné le titre. Jaylen Brown n'est pas chapeau 1. Bon, pourquoi ils se prenaient pas des blitz et pourquoi ils se prenaient pas des prises à deux hyper agressives? Parce qu'il y a le meilleur spacing
de l'histoire de la NBA quasiment, Boston. Donc le spacing fait que tu peux pas trop te permettre d'être agressif, très agressif sur le ballon, parce que si le ballon arrive à se libérer de ce 2 contre 1, ensuite t'es un peu mort. Là, c'est vrai que le problème pour moi, c'est à quel point les Wolves ont un bon spacing pour ça. Et tu vois, pareil à l'Est, je pense que tu peux totalement gagner un titre et être un candidat au titre avec Brunson, mais Brunson qui est petit, qui peut se faire blitzer, qui est pas un passeur chapeau 1, ça, quand tu le combines, son manque de taille et son passing qui est juste excellent et pas élite, avec le manque de spacing donc des Knicks, tu vois, en fait, tu offres aussi ce côté où l'adversaire a une carte à jouer, quoi. La carte blitz, la carte agressive sur toi, pour en fait couper court à tes actions. Et c'est exactement ce qu'on voit sur la série les Knicks, tu vois. Je pense, tu peux gagner 100, hein, tu peux totalement gagner 100 en jouant d'autres manières, mais le fait est que les Pistons ont cette option de bah tiens, on peut être agressif sur le pick and roll et on peut essayer d'étouffer un peu Brunson. Et au final, tu vois, Brunson qui est un excellentissime joueur de pick and roll et scoreur de pick and roll, qui s'est fait plaisir maintes et maintes fois contre le drop de Milwaukee notamment, ou des équipes comme ça, bah là il peut pas. Parce que là les Pistons, s'ils montent au niveau de l'écran, ils essaient de l'enfermer ou de l'étouffer même parfois. Et donc il y a pas ce côté on attend un peu bas, on te laisse venir et Brunson peut aller sur ses spots. Ça il y a pas. Donc non, t'es pas obligé, mais après c'est comme tout en tactique, hein, chaque force ou chaque qualité a son inconvénient aussi, chaque caractéristique a son avantage et son inconvénient. Et bon, c'est juste que plus tu montes dans l'échelle des joueurs, plus tu arrives sur des joueurs qui sont littéralement solution à tout, quoi. Donc ouais, Doncic c'est un peu une anomalie. Doncic c'est un mec qui peut escorer à volonté de manière implacable au volume efficacité, mais aussi passer. Donc en fait il n'y a pas de solution face à Doncic. Et pareil pour Jokic, évidemment, pareil pour LeBron dans son prime, etc., etc. Donc, mais c'est pas que tu peux pas gagner 100, c'est juste que premièrement, si t'es pas parfait, il peut exister un plan de jeu, alors que tu vois un plan de jeu contre Jokic, c'est compliqué à le trouver, quoi. Et puis deuxièmement, il y a qu'un titre chaque année. Donc certes, dans la théorie, c'est pas primordial, mais s'il y a qu'un titre à donner chaque année et qu'il y a tout de même 3 ou 4 anomalies en NBA, bah voilà, en général, c'est quand même plus facile pour ces 3 ou 4 anomalies qui ont réponse à tout de gagner que pour des équipes avec un joueur un peu moins parfait, entre guillemets, quoi. Je sais pas si ça a du sens ce que je dis. J'espère que c'est pas, en tout cas, pas totalement débile. C'est un biais du survivant, nous dit haha John Wall. Oui, c'est exactement ça. En un sens, c'est ça, ouais, tout à fait. Par rapport au lancer franc, ouais, au box score, ouais. Exactement. La question 1 million est donc pourquoi les Wolves mettent Conley sur le terrain avec Randle, puisqu'il n'apporte ni spacing, ni défense, ni playmaking. Je te trouve un peu dur. Je trouve que justement, Conley, c'est peut-être un des seuls bons shooters de cet effectif. Et d'ailleurs, on a vu une action là tout à l'heure où il y avait un peu un pick and roll entre les deux. L'idée étant que si ça reste un peu trop sur Randle, il a fait l'extra passe pour Mike Conley qui pouvait être ouvert à 3 points. Non, je pense qu'il est utile tout de même. Il est quand même assez. Il peut être utile de par son shoot au moins. Mais c'est vrai qu'en termes de création, il y a plus grand chose. Et en fait, le problème de Mike Conley sur cette série aussi, c'est que sa plus grande valeur, c'est du jeu de pick and roll, du passing de pick and roll et de la création de pick and roll, notamment avec Gobert. Sauf que là, tu affrontes une défense qui fait du switch all. Donc, là encore, il n'y a pas ce genre d'opportunité parce que ça switch. Et donc, il n'y a pas ce côté un peu d'espace pour avancer pour Conley. Il n'y a pas la passe en alley-oop pour Gobert, etc. Donc voilà. Bref, disons que ça nous fait une plutôt bonne émission, je pense. Hein. J'ai encore fait quoi, un peu plus d'une heure, je pense, sur cette quotidienne. Donc ok. Il y a structurellement moins... Mince, j'arrive pas à lire le message. Alors attends, il y a un truc qui... Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a structurellement moins de valeur que DiVincenzo pour compléter Randle. Oui, ça, je suis d'accord, mais je crois qu'il était en problème de faute. Notre ami DiVincenzo sur ce match-là, notamment, il a joué que 16 minutes. Ouais, 4 fautes, mais je crois que me souvenir que dans le match, il était un peu embêté. Bref, voici pour ce match, voici pour cette quotidienne. Les matchs du soir, qu'est-ce que c'est ? On peut se quitter avec ça. Les matchs du soir, nous avons Boston-Orlando, le match 2, ok. On verra si Orlando peut arriver à faire un peu plus en attaque. Cleveland-Miami, très bien. J'avoue que je la suis d'un peu loin, cette série. Et surtout, le plat du jour, ça va être le Golden State contre les Rockets, évidemment. Je pense que c'est celui-là qu'on va tous suivre le plus, à mon avis. Bref, on se retrouve demain, je pense, pour parler de ça. J'espère avec quelqu'un, parce que seul, je peux le faire, mais c'est quand même moins marrant. On va pas se mentir.
Merci à tous, c'était très cool. Encore une fois, merci pour vos interactions. Je me suis pas senti tout seul. C'est ça le principal. Merci à tous, on se dit à demain pour une prochaine quotidienne. Et oui, c'est le principe de la quotidienne. Ciao, bonne nuit à tous, ciao.